Bonjour. Cette semaine, vous avez pu suivre le cycle de conférences Déconfinons le débat qui se conclut aujourd'hui par un meeting sur le monde d'après le Covid. Partout, partant du constat que la diversité d'opinions n'était pas au rendez-vous dans les médias pendant cette crise, nous avons voulu donner la parole à toute la gauche. Cette semaine, nous avons fait de la politique au sens noble du terme. Nous avons débattu et échangé sur nos idées et nos propositions. Le meeting d'aujourd'hui marque la fin d'un cycle, mais pas la fin du dialogue entre nos organisations. Et la gauche républicaine et socialiste s'engage à poursuivre ce dialogue et ces débats. Si ce cycle a été une réussite, c'est grâce à la participation des partis, des mouvements et des médias partenaires. Je tiens à remercier la France Insoumise, le Parti communiste, les radicaux de gauche, la gauche démocratique et sociale et les personnalités du PS qui ont participé au débat. Les 4 médias partenaires, l'Humanité, Le Vent se lève, Les Jours heureux et Le Monde moderne, les animateurs des médias, les 33 intervenants, les 3 grands témoins, les petites mains de la technique, Romain et Antoine, ainsi que les 120 000 personnes qui ont suivi les débats sur les différents supports. Je vous souhaite à tous un bon débat et je passe maintenant la parole à Sébastien Crépel de l'Humanité qui va animer aujourd'hui. Bon débat à tous. Merci Anthony, bonjour et merci d'être présent pour cet exercice assez inédit d'un meeting des forces de gauche par visioconférence. Peut-être avez-vous suivi précédemment les très riches 4 ateliers débats qui ont rythmé toute la semaine autour des grandes problématiques que soulève la crise que nous traversons et que vient conclure ce meeting dont je vais vous présenter dans un instant les participants. Mais je tiens tout d'abord à vous dire que je suis très heureux d'être le modérateur de ce débat au nom de l'Humanité dont j'anime au quotidien la rédaction avec mon ami Maud Vergnol. Alors, on le sait, le Premier ministre l'a confirmé jeudi. Nous allons entamer le 11 mai le déconfinement progressif. Mais chacun sait que la crise qu'a révélée le coronavirus s'annonce profonde et durable. Et nombreuses sont les conversions soudaines, en tout cas au moins proclamées dans les mots, à davantage de régulation dans l'économie, à ne plus faire confiance aux seules forces du marché, comme s'y est engagé le président de la République, à réinvestir dans les services publics et en tout premier lieu dans l'hôpital qu'on a tant abîmé ces dernières années, voire même à inverser le cours de la mondialisation pour relocaliser les productions et à revaloriser les métiers pénibles ou peu qualifiés. Alors, ces professions de foi soudaines, qu'on pourrait croire sorties d'un programme de gauche, ne doivent rien au hasard. Et même si on va essayer de se dégager de la pression des sondages pour se projeter dans l'avenir, je voudrais quand même citer quelques chiffres issus de cette enquête CFDT qui montrent qu'avec la crise, les priorités changent et certaines deviennent incontournables pour les salariés. Ainsi, selon cette enquête, plus de 9 travailleurs sur 10 pensent qu'il faut relocaliser les productions en France, ou qu'il faut revaloriser les métiers dits essentiels, ou encore qu'il faut donner plus de moyens aux services publics. 87% d'entre eux réclament aussi le retour de l'impôt sur la fortune, et à peu près autant veulent renforcer la protection sociale. Mais dans cette même étude, on découvre aussi que 77% des salariés pensent qu'il va falloir baisser les dépenses publiques pour rembourser la dette, et même une grosse minorité, de l'ordre de 40 à 45%, serait prête à faire le sacrifice d'un jour férié, à geler le SMIC, voire à allonger le temps de travail. Alors, l'un des éléments d'explication de ces contradictions, c'est que beaucoup ressentent déjà les effets de la crise et ils ont peur du chômage, de perdre leurs revenus et donc, en conséquence, ils ne se sentent pas en position de force. Un tiers des salariés interrogés a par exemple connu une baisse de salaire depuis le début de la crise sanitaire. Un tiers des travailleurs du privé dit craindre également pour son emploi. Alors, comment sortir de ces contradictions ? Redonner confiance avec des solutions réellement alternatives et des rassemblements pour les porter. Les formations de gauche peuvent-elles sortir de leur division et surmonter leurs faiblesses pour faire renaître l'espoir ? C'est ce dont nous allons débattre cet après-midi avec un plateau à parité femmes-hommes, avec Emmanuel Morel, député européen et coordinateur national de la gauche républicaine et socialiste, la formation qui a organisé ce cycle de débat. Bonjour Emmanuel. Guillaume Balas, le coordinateur national de Génération. Bonjour Guillaume. Cécile Cukierman, sénatrice et porte-parole du Parti communiste français. Bonjour Cécile. Gérard Filoche, le fondateur de la gauche démocratique et sociale. Bonjour Gérard. Virginie Rosière, conseillère régionale d'Occitanie et coprésidente des Radicaux de gauche. Bonjour Virginie. Et Gabriel Siri, porte-parole du Parti socialiste. Bonjour Gabriel. Alors, on ne va pas se restreindre au cadre franco-français puisque la crise est mondiale. Elle appelle des solutions au plan international ou en tout cas au moins continental. Donc, je vais commencer par une question sur l'Europe, qu'on a vu très impliquée, mais malheureusement pas forcément très efficace. Emmanuel Morel, votre formation écrit, je cite, « Le choc inédit du coronavirus sur les sociétés européennes ouvre une brèche dans les consciences ». Mais on l'a vu, si les consciences évoluent, au niveau des gouvernements, cela ne s'est pas traduit par plus d'unité politique.
de votre côté, vous estimez que le débat a été ouvert entre vision solidaire et vision égoïste au sein de l'Union européenne, qui cristallise schématiquement l'opposition entre les Pays-Bas d'un côté et les pays regroupés autour de l'Italie de l'autre. Pensez-vous que la solidarité puisse l'emporter dans le cadre actuel des traités et des rapports de force entre pays en Europe? Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ces événements qui se sont déroulés pendant toute la semaine. Je reviens au début de votre question. Oui, la pandémie, elle suscite de la peur, de la colère, parfois, c'est assez légitime, mais elle provoque aussi, et c'est ça qui est important pour nous, militantes et militants de gauche, le réveil des consciences politiques. Et un des principaux mérites de la période actuelle, c'est qu'elle a fait voler en éclats ce qu'on pourrait appeler le sens commun néolibéral. Vous savez, toutes ces choses qui sont relayées à l'envi dans les médias, repris par beaucoup de dirigeants de droite et de gauche, et qui étaient présentées aux Français comme évidents. Il y a trop d'États, la mondialisation des échanges, c'est bon pour les peuples, la lutte contre l'inflation et contre la dette, c'est des priorités économiques. Tout ça, ça a volé en éclats. Et de ce point de vue-là, le virus, il a agi comme un choc du réel. Et les Français ont éprouvé douloureusement un certain nombre de choses, mais ça a permis au moins d'abord de faire un tri entre ce qui a fonctionné et ce qui a été complètement défaillant. Ce qui a fonctionné, c'est, en tout cas dans notre pays, les principaux outils républicains, les services publics, l'État social, la protection sociale, et puis aussi, vous y avez fait allusion et c'est très juste, tous ces métiers invisibles, sous-payés, méprisés que le président de la République avait qualifiés de rien et qui paraissent aujourd'hui absolument indispensables. Aides-soignants, caissiers, caissières, éboueurs, fonctionnaires, enseignants. Là, il y a vraiment une hiérarchie des métiers qui est en train de s'inverser et ça, c'est un point d'appui positif. Après, ce qui est défaillant et ce que les gens ont vécu douloureusement et avec colère, et on les comprend, c'est les conséquences des politiques d'austérité. La fermeture des lits d'hôpitaux, les délocalisations, l'abandon de la politique industrielle, la dépendance de la France et même de l'Europe par rapport au sud-est asiatique, tout ça a été vécu douloureusement, ça a suscité de la colère à l'encontre d'un système, mais aussi d'une élite technocratique, administrative, politique, qui a été complètement imbibée d'idéologie néo-managériale ou d'une bureaucratie routinière et qui a été incapable de répondre à l'urgence, de prévoir le problème. De ce point de vue-là, l'affaire des masques et des tests a été particulièrement emblématique. Et ce qui est intéressant dans la période, c'est que des mots qui auraient pu, et des concepts qui auraient pu paraître grossiers il y a encore quelques semaines, quelques mois, aujourd'hui ne choquent plus personne. Vous avez des dirigeants politiques de gauche, mais même aussi de droite, qui parlent de nationalisation, qui parlent de réquisition d'entreprises, qui parlent de démondialisation, qui parlent de retour de l'État social, et ça ne choque plus personne. Pourquoi ? Parce que les gens ils sont confrontés à une situation de crise particulière et qui voient bien que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut saisir cette opportunité du réveil des consciences politiques pour engranger des victoires idéologiques pour le monde d'après, enfin, pour le monde avec, c'est-à-dire avec le virus, avec la crise sociale et économique. Et parmi celles-ci, on a au moins cette satisfaction de se dire que normalement, personne de normalement constitué ne pourra préconiser une baisse du budget des hôpitaux. La réforme de l'assurance chômage, elle paraît complètement absurde. La privatisation de l'aéroport de Paris, dans le contexte, c'est une catastrophe, c'est une absurdité. Donc là, on a un point d'appui important et je pense qu'il faut pousser notre avantage, car le terrain dans le domaine de la coopération, de la solidarité, il est favorable. C'est pour ça qu'on doit faire une campagne sur le pôle public du médicament, qu'on doit préconiser l'augmentation des crédits pour la recherche publique, la présence des salariés dans les conseils d'entreprise, l'augmentation des salaires pour les professions qui jusqu'à maintenant étaient défavorisées, la taxe sur les riches auquel vous parliez à l'instant. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui peut être gagné, parce que la période va être rude, tout ce qui peut être gagné est bon à prendre. Alors après, je finis sur l'Europe, parce que c'est assez symptomatique de voir que les gens se sont tournés naturellement vers l'État-nation, comme si l'Europe ne pouvait pas leur apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations. Et le pire, hélas, c'est qu'ils avaient en partie raison, parce qu'on a une Europe qui est au bord de l'asphyxie, qui est complètement cadenassée dans ses principes et qui n'arrive pas à se dépasser.
et à offrir des réponses aux gens qui pensaient que l'Europe était le niveau pertinent pour répondre. Vous avez, ça c'est une fracture entre le Nord et le Sud qui s'est exacerbée au moment du débat sur la mutualisation des dettes. Vous avez, on en a peu parlé en France, mais enfin quand même, la dernière décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, les Allemands, qui disent qu'il ne faut pas que la Banque centrale injecte de l'argent dans l'économie parce que ça va être défavorable aux épargnants, aux vieux épargnants allemands, et donc qui va clairement à la logique contre la logique de la solidarité. Oui, je vais bientôt conclure. Donc là, cette situation, elle est problématique. Vous parlez des traités européens. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les traités européens? Les 3 principes, c'est quoi? C'est la concurrence libre et non faussée, le libre-échange, la lutte contre l'inflation. Ces 3 points sont totalement remis en cause par l'épidémie et par la crise qui vient. Et donc, il faudrait avoir l'audace de désobéir aux traités ou même de faire autre chose. Pour l'instant, on ne l'a pas, d'autant plus que la France, qui devrait être à l'initiative, est complètement absente. Elle refuse d'appuyer les pays du Sud pour créer un vrai rapport de force avec l'Allemagne. Et puis, elle refuse aussi, sur un certain nombre de points des traités, de dire nous, ça sera sans nous. Et donc, le risque, c'est quoi? C'est une dislocation, c'est une mort lente de l'Europe. Et la seule façon de la sauver, ça serait d'être capable collectivement de nous dépasser. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais je crois qu'à gauche, quand je regarde ce qui est écrit ici ou là, on peut tomber d'accord sur une réponse européenne qui serait à la hauteur de l'enjeu. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, mais franchement, l'enjeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, Virginie, on vient d'entendre Emmanuel Morel qui parlait de choc du réel, qui fait voler en éclats les anciennes certitudes, et que, par exemple, personne demain ne pourra proposer une baisse du budget des hôpitaux. Mais pour le moment, la solidarité de l'État, elle est sollicitée essentiellement pour venir en aide aux entreprises. Le plan sur l'hôpital, on ne l'a pas encore vu. Alors, votre parti, les radicaux de gauche, écrit, je vous cite, nous ne voulons pas d'un système à plusieurs niveaux, nous voulons des services publics efficaces et respectés, nous voulons un État qui prenne ses responsabilités et sécurise sa population. Alors, est-ce que cela signifie qu'il faudra revoir à l'avenir la hiérarchie entre la priorité donnée dans les budgets publics aux aides à la compétitivité des entreprises et plutôt favoriser demain les dotations des services publics, mais aussi peut-être revoir leurs critères de gestion pour qu'ils échappent aux exigences managériales ou de rentabilité qui ont fait tant de mal, notamment à l'hôpital public? Effectivement, je pense que cette question de la hiérarchie, un peu artificielle d'ailleurs, entre ce qui devrait être le soutien à la compétitivité des entreprises et les services publics, mais en fait, elle ne se pose pas. La puissance publique, par définition, sa priorité, ça doit être le soutien et la mise en place de services publics performants. Donc là-dessus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord autour de la table. Évidemment, aujourd'hui, on pense particulièrement à la santé, mais ça va être tout ce qui relève de la protection sociale, l'école, enfin bon, bref. Simplement, cette compétition artificielle entre services publics et compétitivité, c'est surtout un artifice des libéraux pour essayer justement de représenter la question des services publics comme une charge et comme un handicap de compétitivité. Et j'y reviendrai. Mais bon, pour revenir sur la question des aides aux entreprises, ça ne veut pas dire pour autant que la puissance publique, l'État, doit se désintéresser de la question économique et de la question des entreprises. Simplement, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire ce qui a été fait suite à la crise de 2008. Pour avoir été un peu aux premières loges au moment où se discutait le CICE, c'est clairement, je pense, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire du soutien inconditionnel aux entreprises, absolument sans contrepartie, et en plus avec un problème de ciblage. Aujourd'hui, si on doit soutenir les grandes entreprises, ça doit se faire avec des conditionnalités fortes. On ne peut pas laisser, ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, du soutien aux entreprises avec la distribution de dividendes, avec la possibilité d'héberger son siège social dans des paradis fiscaux. Donc, on doit avoir au moins 3 conditions concrètes pour l'aide aux entreprises. C'est le maintien de l'emploi, une fiscalité qui ne soit pas une fiscalité d'évasion ou d'évitement. Et puis, c'est un point qui apparaît à la faveur de la crise, c'est un rééquilibrage des salaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter des différentiels de salaire de 1 à 30, 1 à 100, voire plus au sein des entreprises, et on doit pouvoir justement resserrer l'échelle des salaires. Ça, c'est pour ce qui est des grandes entreprises. Après, Emmanuel en a parlé, on voit qu'on a un besoin de reprise en main, de mise en place d'une forme de planification. Et donc, lorsque l'État intervient dans des secteurs stratégiques, parce que justement, on ne peut pas laisser l'appareil industriel disparaître, à ce moment-là, ça doit se faire avec une prise de contrôle temporaire ou permanente pour justement orienter l'activité de ces entreprises
à la fois dans la perspective des intérêts stratégiques qui sont les nôtres, et puis aussi en intégrant la question de c'est une des conditionnalités que j'ai oubliées sur le premier point, la question évidemment écologique et de la transition écologique. Et puis il y a un point aveugle sur l'aide aux entreprises qui a été le grand oublié effectivement de la crise de 2008, c'est le soutien aux très petites entreprises. Aujourd'hui, elles sont le parent pauvre, très faiblement aidées, et c'est ça qui va provoquer, je pense, le plus gros du choc économique. C'est les défaillances en masse de très petites entreprises qui sont en plus celles de la proximité et qui vont accentuer la sensation de déprise. Parce que les services de proximité, c'est les services publics, mais ce sont aussi des services marchands auxquels on a accès et qui demain pourront disparaître du fait de cette crise. Donc oui, on doit se préoccuper de la question des entreprises, mais autrement que ce qui a été fait aujourd'hui. Et puis je parlais du cadre posé par les libéraux. Je pense que notre responsabilité en tant que mouvement de gauche, c'est de faire exploser ce cadre-là. Il nous a trop longtemps enfermés, et trop longtemps, la gauche s'est contentée d'essayer d'accommoder ce cadre, d'en tempérer les conséquences, en acceptant l'idée que justement on doit mettre en balance les services publics d'un côté, la compétitivité de l'autre. Aujourd'hui, on doit simplement poser des priorités de manière claire. Et parce qu'on voit bien que ce cadre a encore de beaux jours devant lui. L'IFRAP, think tank qu'on connaît tous, pour on va être le bras armé de l'extrémisme néolibéral, aujourd'hui explique que pour faire face à la crise, il va falloir augmenter le temps de travail, supprimer des congés, ne pas prendre de vacances. Donc, ce cadre-là, il est toujours très présent, et effectivement, j'aimerais penser comme Emmanuel que, d'ailleurs, je pense qu'on a une fenêtre pour le faire exploser et en poser un autre, mais ça sera pas, on va dire, si simple que ça. En particulier sur l'hôpital, on voit le témoignage d'Anne Outman, donc chef de service à la Pitié-Salpêtrière, qui était démissionnaire un peu avant la crise et qu'on avait vu, qui expliquait que le management bureaucratique devenait insupportable. Elle explique qu'aujourd'hui, tout ça est en train de se remettre en place, à peine la décrue amorcée sur la crise du Covid-19. Donc là-dessus, on a, je pense, des propositions extrêmement offensives à poser sur la question justement du maintien des revenus pour les personnes les plus précaires, autour d'un revenu universel, la question d'une solidarité renforcée, non pas maintenue, mais renforcée par rapport à ce qu'on a connu, et un investissement massif dans les services publics. Merci Virginie. Alors Guillaume Balas, je voudrais justement rebondir également sur ce qu'a dit Virginie. Elle parlait tout à l'heure, elle disait on ne peut pas laisser l'appareil industriel disparaître. Alors, l'une des questions qui monte dans le débat public, c'est celle de la relocalisation des productions, tant pour des questions de sécurité d'approvisionnement, certains diraient de souveraineté économique, que de priorité au produire local, favorable à l'emploi et à la transition écologique. Mais si cette ambition est souhaitable, est-ce réaliste à court ou moyen terme dans l'état où est le tissu industriel du pays? Vous qui, dans votre formation politique, alertez sur les conséquences de la robotisation sur une société fondée essentiellement aujourd'hui sur l'emploi salarié, la division du travail mondial avec un continent asiatique qui est devenu l'atelier du monde, eh bien, cette division est-elle réversible? N'a-t-on pas perdu les savoir-faire, les qualifications pour faire machine arrière ou pour faire autrement? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation à ce meeting. Donc, merci beaucoup à la GRS et à ses animateurs. On partage d'ailleurs sur la page de Génération l'événement. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que avant de répondre sur les aspects, j'allais dire, de technique politique que nous avons à mettre en place pour répondre à la crise, encore faut-il que nous soyons bien d'accord sur l'analyse de la crise. Tout ce que j'ai entendu, je suis d'accord. Mais pour moi, il manque une dimension qui est fondamentale. C'est que nous vivons aujourd'hui une crise du capitalisme, pas simplement du néolibéralisme, du capitalisme, qui n'est pas semblable à celle, par exemple, de 1929. Parce qu'elle se double d'une crise beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave, qui est celle du productivisme. C'est quoi le productivisme? C'est l'idée que la société s'organise autour du fait de produire et de produire toujours plus, et que c'est par la production la plus ample que nous allons réduire l'ensemble des problèmes sociaux. C'est pas faux d'ailleurs. Et dans l'histoire, il a été démontré que, heureusement qu'on a produit, et qu'on a produit beaucoup pour pouvoir sortir de la pauvreté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, nous n'avons plus les marges de manœuvre écologiques pour faire de la même manière. Et donc, ça veut dire que le principe de production ne veut pas être le principe central de la société. Et cette crise, c'est pas simplement une crise conjoncturelle, j'allais dire, du capitalisme, là, tel qu'il est, où il pourrait se rétablir. Il le frappe de plein fouet, car le capitalisme est productiviste. Il ne peut pas être autrement, puisque par nature, il vit de l'extraction de la plus-value par rapport au travail
au travail, aux salariés, au travail des salariés, pour pouvoir accroître les profits des propriétaires des moyens de production et d'échange. Et donc, nous sommes bien dans une période que je qualifierais de révolutionnaire. Ce qu'il s'agit d'inventer n'est pas simplement un réaménagement keynésien du capitalisme, avec de l'intervention publique, etc., etc. Il faut tout ça. Mais il faut le mettre au profit de l'organisation d'une transition fondamentale de la société, à la fois vers le post-productivisme, et une fois qu'on a dit ça, ça demande vraiment à réfléchir et d'inventer. Par exemple, c'est quoi une protection sociale non indexée sur la croissance, etc., et sur le post-capitalisme. Car il n'est pas possible de faire cette transition écologique si on garde à la fois le principe de propriété au cœur, propriété privée des moyens de production, au cœur de la société, et du néolibéralisme ou du libéralisme, c'est-à-dire le principe de concurrence à la place du principe de coopération. Donc, du coup, c'est bien ça qui est devant nous. Parce que si nous ne voulons pas affronter cette question, le grand risque, c'est qu'au mieux on fasse du réaménagement à la marge du capitalisme par une politique keynésienne un petit peu rénovée, un petit peu, j'allais dire, de réintervention publique, etc., un peu de remise en cause d'un certain nombre de dogmes néolibéraux, mais finalement, sans répondre à la question centrale dans laquelle on est, et donc la répétition du même et la répétition des crises, notamment écologiques, vont devenir de plus en plus fortes. Pendant le Covid, la crise climatique continue, la crise de la biodiversité continue, etc., etc., etc. Donc, du coup, et je vous parle même pas de la question des ressources, évidemment, qui est essentielle. Donc, du coup, pour répondre à la question qui est posée, la question n'est pas simplement de savoir s'il faut relocaliser l'industrie. On est tous à le dire depuis des années. Remettre en cause les traités de libre-échange. Je crois qu'ici, sauf exception peut-être, on a tous voté contre. Tous voté contre. Et on a tous dit que c'était la plus mauvaise façon de faire. Ce qui est absolument fondamental, c'est de savoir pourquoi faire. Relocaliser la production, pourquoi faire? Quels sont les critères aujourd'hui de réorientation de la production? Comment aujourd'hui on aménage démocratiquement les transitions écologiques? Quel est le contrat social autour de la transition écologique? Et disons-le, on peut en être absolument certain, si il n'y a pas une répartition des richesses absolument massive, la transition écologique ne sera pas acceptée. Donc voilà pour moi quels sont les enjeux aujourd'hui de la réponse à cette crise, qui est une crise bien plus profonde qu'une crise conjoncturelle. Merci Guillaume. Alors finalement, vous m'offrez là une transition assez idéale avec la question que je voulais poser à Gabriel Siri, puisque vous dites donc le rôle de l'intervention publique, il faut aussi le repenser. On ne peut pas rester dans un simple keynésianisme rénové. Or, on sait que c'est dans ce genre de crise que le rôle de l'État apparaît indispensable, à rebours des théories libérales qui plaident pour son recul. Gabriel Siri, la gauche elle-même n'a-t-elle pas à revoir les évolutions qui ont pu être les siennes ces dernières décennies sur cette question? En l'occurrence, la gauche n'a-t-elle pas trop accompagné ce mouvement de recul de l'État, faute de trouver les ressources intellectuelles pour y résister ou penser autrement son rôle? Je pense notamment au fameux « L'État ne peut pas tout » de Lionel Jospin, lancé il y a 20 ans. Merci pour la question, merci pour l'invitation, ravie d'être ici, débattre de ces sujets essentiels pour la suite. Je vais répondre en plusieurs temps. Je pense déjà d'emblée, comme Guillaume Balas, que ce qu'il s'agit de faire, c'est de réinventer intégralement un modèle à l'aune de crises auxquelles nous sommes exposés, la crise écologique, la crise provoquée par la numérisation de l'économie. Je pense que pour autant, la gauche doit aussi être présente en plusieurs temps, c'est-à-dire que là, on a la question immédiate de sortie de crise, et on l'a dit, on a été plusieurs à le dire ici, on est quand même relativement inquiet, malgré une forme d'unanimisme de façade qui va jusqu'à la droite d'ailleurs, sur la nécessité de relocaliser, sur la nécessité de dépenser, de creuser les déficits pour faire face à la crise. En réalité, il y a quand même un danger à même court terme que ces évidences n'en soient plus dans 1 ou 2 ans. Donc je pense que il faudra faire très attention, et la gauche a un rôle à jouer dès aujourd'hui et dans les prochaines années pour s'assurer que les leçons de l'austérité ont été tirées. Et donc là, je rejoins ce qu'a dit Emmanuel Morel en introduction. On n'est quand même pas si loin de la dernière crise économique et financière, à la suite de laquelle les recettes ont été des recettes austéritaires néolibérales qui ont ralenti la reprise et mis à terre l'économie de plusieurs États d'Europe du Sud.
et les a laissés dans une situation absolument dramatique. Et donc, la plupart de ces États, Grèce, Portugal, Espagne, aujourd'hui, à part peut-être le Portugal qui s'en sort mieux, mais ils ont par exemple toujours un taux de chômage des jeunes qui s'élève à 30%. Donc, il faudra faire attention déjà à court terme à ce qu'on ne revienne pas à ces vieilles recettes. Et puis, évidemment, à moyen terme, l'intérêt de la période, c'est de pouvoir essayer d'inventer un modèle alternatif. Donc, aujourd'hui, l'État est loué pour sa capacité à faire face à la crise. Si aujourd'hui l'économie ne s'effondre pas totalement, c'est parce que l'État est présent, qu'il creuse les déficits. Il faudra s'assurer qu'il continue à le faire. Mais derrière, effectivement, réfléchir à un modèle alternatif. Et sur la question de la relocalisation, moi je pense qu'il y a la question évoquée par Guillaume Balas, pourquoi faire. Il y a aussi la question du comment, la question des outils. Et moi, je me réjouis du fait que revienne dans le débat public la question des participations publiques et de l'État stratège et l'État actionnaire. Je préfère d'ailleurs parler de puissance publique actionnaire parce que je crois qu'aujourd'hui, le rôle ne se limite pas strictement à celui de l'État. Je pense que c'est un préalable si on veut relocaliser des industries stratégiques. Je ne vois pas comment on le fait sans prise de participation parce qu'aujourd'hui, il faut voir qu'on est dans une situation où l'État est dans un rapport de force inversé vis-à-vis des grandes multinationales. On a une libre circulation des capitaux. Et aujourd'hui, quand on a une entreprise française qui décide de délocaliser, même si elle fait des profits importants, la capacité de l'État pour l'en empêcher se résume souvent à pousser pour la qualité du plan social. Donc, je parle de ça parce que ayant travaillé à Bercy, j'ai pu le voir. Et donc, on est dans une situation de rapport de force complètement inversé. Donc, il faut recréer les leviers pour l'État de pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Ça passe par les prises de participation publique pour pouvoir influer sur les décisions de localisation, sur les décisions liées à l'emploi, bien sûr, les décisions stratégiques pour l'avenir de l'entreprise. Je pense aussi que pour ce sujet, il ne faut pas limiter nos réflexions à la question de l'État, mais l'élargir à celle de la puissance publique. Les collectivités locales, évidemment, ont un rôle essentiel à jouer. Et quelque chose que je trouvais très intéressant dans la période, notamment des municipales qui sont toujours en cours, mais c'est les réflexions dans les grandes métropoles sur le rôle des collectivités locales pour accompagner la transition des agricultures environnantes. Donc ces débats ont lieu à Paris, mais aussi à Nantes, à Rennes. La conviction que la puissance publique, si on veut réussir à remplir nos objectifs en termes d'approvisionnement en matière d'alimentation durable, d'alimentation biologique. Aujourd'hui, on a un problème d'offre et l'augmentation de cette offre, ça doit passer par les collectivités locales qui accompagnent les agricultures environnantes. Sinon, on se heurte au fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 7% des terres agricoles qui sont biologiques. Donc voilà, je crois qu'il faut réussir à concevoir ce débat de manière plus large que la seule question de l'État. Et ensuite, donc, on a parlé de l'État actionnaire, de l'État dans son rôle dans la dépense publique, et puis il y a l'État régulateur, bien évidemment, et je pense même que c'est le cœur de la question. Moi, j'y suis particulièrement sensible parce que je travaille dans le domaine de la régulation financière. Et aujourd'hui, la prochaine crise financière viendra probablement de ce qu'on appelle le secteur du shadow banking, c'est-à-dire un secteur financier qui est non régulé et dont la réglementation n'a pas été renforcée à la suite de la dernière crise, qui s'est concentrée sur les banques, sur les assurances. Mais aujourd'hui, le secteur de la gestion d'actifs, auquel appartient BlackRock, par exemple, est celui qui menace le plus la stabilité financière mondiale. BlackRock, aujourd'hui, gère l'équivalent de 2,5 fois le PIB français. Et si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas suffisamment régulé et qu'on a laissé faire, laissé créer ces espèces de monstres qui aujourd'hui menacent la stabilité financière et ultimement, bien sûr, l'économie réelle et l'emploi. Et pour faire le lien avec le cœur de votre question, je pense, moi, le lien que je vois immédiatement à ce que je viens de dire, c'est quand la gauche elle arrive au pouvoir, comment elle fait pour éviter effectivement de se retrouver dans un rôle d'accompagnement de ces évolutions qui évidemment sont extérieures à elle, mais qu'elle subit de pleine face. Et François Mitterrand parlait déjà du mur de l'argent dans les années 80. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a ces multinationales qui ont été créées
du fait d'une économie dérégulée, qui sont des espèces d'hydres à plusieurs têtes qui ne répondent à aucune institution internationale, qui ne rendent des comptes à personne et qui réinvestissent une partie de leurs profits colossaux dans des activités de lobbying à absolument tous les niveaux de la prise de décision publique, du Parlement européen à la Commission européenne, à l'État, au cabinet ministériel, au Parlement. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une question au-delà de pourquoi faire, il y a la question de comment on fait, comment on anticipe et quelles sont les réformes institutionnelles à mettre en place pour éviter que une éventuelle prochaine arrivée de la gauche au pouvoir se traduise par une intense pression mise par ces multinationales, parce que je crois que personne ne peut prétendre échapper totalement à ça. Voilà. Moi, pour vous parler de mon expérience personnelle, c'est des lobbies qui font circuler, sans aucune vergogne, mais vous le savez tous ici, des chiffres erronés dans la presse, qui disposent de moyens financiers absolument colossaux, qui agissent à tous les niveaux du pouvoir public et en mettant une pression incroyable. Donc, je pense que pour le comment, une des priorités pour la gauche demain, et je vais conclure, ce sera de pouvoir mettre en place des réformes institutionnelles qui limitent le pouvoir de ces institutions et de ces entreprises multinationales et qui assurent la transparence de leurs actions. Et donc, je soutiens à 300% les propositions qui sont portées par Anticor aujourd'hui d'inscription obligatoire de tous ces lobbies, de toutes ces multinationales sur un registre public, accessible à tous, d'inscription de tous les rendez-vous qui ont lieu dans les ministères, avec les cabinets ministériels, avec les parlementaires sur un registre public et de mise en place d'une plateforme d'échange d'informations, parce qu'évidemment, la pression ne se limite pas à des rendez-vous physiques, mais d'échange d'informations et de documentation envoyée par ces lobbies sur une plateforme accessible aux citoyens et qui permettent d'obtenir une contre-expertise citoyenne quand elle existe. Donc voilà, je pense que l'enjeu, c'est de réussir à échapper à ce que Mark Fisher appelle le réalisme capitaliste et dont a parlé Emmanuel Morel en introduction, c'est-à-dire cette espèce d'atmosphère généralisée qui contraint la pensée et l'action et qui est alimentée par des médias qui sont la propriété, en France par exemple, de 10 milliardaires avec évidemment des intérêts privés assez évidents. Et donc de réussir à sortir de cela, je pense qu'il faut pour ça un personnel politique qui soit capable de résister à ces pressions-là pour engager un agenda ambitieux de transformation sociale, mais ça passera aussi par des réformes institutionnelles qui permettent de limiter cette pression des multinationales et des acteurs privés. Merci beaucoup Gabriel. Alors bon, je sais que le débat est vaste et riche, hein, mais j'en profite pour vous demander d'essayer vraiment de faire concis. Je sais que c'est pas facile, mais au fur et à mesure que le débat avance, évidemment, les problématiques s'enrichissent. Il faut essayer de resserrer les interventions. On essaiera de refaire un tour de parole de toute façon tout à l'heure. Alors Gérard Filoche, pardonnez-moi, mais on se tourne évidemment vers vous quand on voit le détricotage en cours du droit du travail. Et là, Gabriel Siri évoquait le rapport de force entre les États et les multinationales et les grandes entreprises. Je crois que personne n'est dupe. Le temps de travail et le droit au repos sont dans le collimateur du jour d'après qu'appelle de ses voeux le MEDEF, mais aussi du gouvernement. Là, on a en quelque sorte une sorte d'alliance non dite entre les deux, puisque le gouvernement vient de faire sauter tous les verrous des limites horaires au nom de l'urgence sanitaire. Est-ce que finalement, la question du partage du travail ne va pas être, avec celle de la relance par les salaires, la question centrale, le nerf de la guerre dans la société qui nous attend, avec un chômage qu'on sait en explosion et qui peut faire pression terriblement sur les salariés demain? Oui, bien sûr, c'est la question centrale, vous avez raison. Et des millions de salariés vont se la poser dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Un mot sur le virus. Le virus, il s'en fout des frontières. La pandémie, elle est révélatrice. Il n'y a pas de réponse individualiste, il n'y a pas de réponse nationaliste et il n'y a pas de réponse capitaliste. En vérité, 4 milliards d'humains ont été confinés parce que le capitalisme avait peur qu'il y ait trop de victimes, que son impuissance se révèle et qu'il y ait des soulèvements. Et donc, il a trouvé des solutions de mi-parcours. Hein. La vraie politique, c'était celle de Trump. Lui, il était contre le confinement. Bosser. Travailler, on ne va pas perdre de l'argent.
Et le refus de perdre de l'argent, c'est le propre du capitalisme, c'est la recherche du profit maximum. Et donc, ça s'oppose à la défense des droits, au respect du partage du travail, du temps des humains et de la santé des humains. Et s'il y a d'autres pandémies, aujourd'hui, Macron, il commence à dire qu'il faut supprimer des lits, qu'il y en a trop. Et donc, si on doit continuer à se protéger, faut pas continuer la politique d'avant. Il faut évidemment redistribuer les richesses. Il faut avoir un autre système, à commencer par le partage du travail. On a 6 600 000 chômeurs en France. On a maintenant 11,5 millions en ce moment en chômage partiel et on a 8,3 millions en télétravail. Et puis les 30% qui travaillent déjà sont ceux qui sont les plus démunis, les moins payés et les plus décisifs à la vie de l'économie. Donc tout ça, ça frappe de plein fouet. Alors le MEDEF, lui, comme d'habitude, il dit travailler plus. Il faut augmenter le travail, mais il y a une façon de faire pour travailler plus. C'est d'augmenter le nombre d'emplois et non pas le nombre d'heures que font ceux qui ont un emploi. Si vous augmentez le nombre d'emplois, c'est le partage du travail. Dans toute société, il y a un partage du travail. Qu'on le veuille ou pas, soit un partage sauvage avec 6 millions qui travaillent 60 heures et 6 millions qui font 0 heure. Ou alors un partage régulé, dans lequel on dit tout le monde retrouve sa place et c'est bien pour la santé, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour la production, c'est bien pour la vie sociale que ce travail soit partagé. Donc c'est la première des choses. Moi je défends toujours avec la CGT les 32 heures. Et un jour ça sera 28 heures parce que le travail est une comète en expansion infinie. Il peut y en avoir pour tout le monde si on le partage. Et évidemment, pour le partager avec des conditions salariales correctes. On ne peut pas rester aujourd'hui. Les hospitaliers réclament 300 euros. J'ai regardé leur banderole, j'ai regardé leurs organisations syndicales, j'ai regardé les porte-paroles comme Patrick Pelloux. 300 euros, mais il faut 300 euros pour tous. C'est une façon de taxer le capital parce que tout le monde dit, à juste titre, vous venez tous de le dire, il faut taxer le capital, il faut. Eh bien, il n'y a pas de meilleure taxe sur le capital que le salaire. Avec la particularité que le salaire, il a une partie nette pour vivre et une partie brute qui assure la protection sociale. C'est un budget de 820 milliards pour nos retraites, pour notre santé. Et donc, le salaire, il ne faut pas de primes. Les primes, il n'y a rien qui va à la sécurité sociale, c'est éphémère, c'est arbitraire, c'est à la tête du client. Tandis que le salaire, c'est décisif. Et il faut remettre la question du salaire au centre. Et salaire, salariat, c'est reconquérir des droits. Parce que, par exemple, dans l'entreprise, il y a des conflits sur comment on rentre dans des conditions de protection à Sandouville. Le juge, il a donné raison au syndicat et il a dit oui, il faut respecter les formes et les salariés ont leur mot à dire. Bien sûr que les salariés ont leur mot à dire. Il faudrait des comités hygiène, sécurité, conditions de travail qui ont été lâchement supprimés par les lois Aubry, El Khomri, Hollande et puis les lois Pénicaud et Macron. Et donc, en vérité, il faut redonner du droit aux salariés, des institutions représentatives du personnel, une médecine du travail, une inspection du travail qui puisse intervenir. J'ai un de mes collègues, Anthony Smith, là, qui a été sanctionné parce qu'il avait demandé à une entreprise il y a un mois d'imposer des masques à ses salariés qui étaient en danger et dont certains étaient malades. Et c'est l'inspecteur qui a été viré. Madame Pénicaud a viré un inspecteur du travail, il est suspendu depuis un mois, sans fonction, sans salaire, on ne sait même pas quelle est la nature de ce qu'on lui reproche, il n'y a pas de précision, il n'y a rien de disciplinaire, il est suspendu parce qu'il a voulu imposer des masques. Or pourtant, c'était nécessaire. Et pour qu'il y ait du droit pour la protection des salariés, il faut qu'il y ait une justice du travail. Là, je vous fais un scoop, le 20 avril dernier, il y a une note pour en gros réduire les prud'hommes. Je schématise, j'ai pas le temps, mais en gros, c'est transformer les prud'hommes en une plateforme. Vous n'aurez pratiquement plus de fonctionnement oral, une plateforme. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire le contraire, une justice au travail, redonner du pouvoir aux travailleurs, qu'ils puissent contrôler. C'est pas le patron qui va décider de tout dans toutes les entreprises, c'est pas possible. Et pour se protéger sa santé, c'est bien évidemment des règles qui doivent être élaborées collectivement, parce qu'on mesure pas la distanciation physique du haut d'un bureau. On la mesure sur le chantier quand on est côte à côte pour porter quelque chose. Et donc ces règles-là, c'est bien les salariés qui doivent pouvoir le faire. Or tout est fait pour les museler. On est dans un état où tous décident à l'Élysée. Jupiter décide de quand on se confine plus. Il décide qu'on fait 60 heures, pas qu'on fait 60 heures. Il décide de réduire le repos quotidien de 11 heures à 9 heures, comme il l'a fait. Il décide de supprimer des jours de congé. Il décide de supprimer la 5e semaine ou pas, on va voir. Il décide de supprimer des jours fériés. Ça peut pas être comme ça. Le travail peut pas fonctionner sans démocratie. Hein. Le capital, il produit pas de valeur. Hein. Ce qui produit de la valeur, c'est le travail. Et le capital, il ne fait que régenter, piller, prendre, et il restitue pas.
Et donc, aussi dans la crise financière aujourd'hui, bon, tout le monde parle, j'aime bien les expressions, moi, la dette à 100 ans, la dette centenaire, mais il faut annuler la dette. On ne va pas nous dire que le pays est appauvri. Après la pandémie, c'est pas comme après une guerre. Toute la production est sauvegardée, tout peut marcher. La seule chose qui ne marche pas, c'est les banques. Et il ne faut pas que les petits patrons et moyens patrons se retournent contre leurs salariés. Il faut qu'ils se retournent contre les banques. Parce que c'est aux banques de financer. Et les 4 banques françaises principales ont 8 000 milliards d'actifs, 4 fois même la dette présumée du pays. Et par conséquent, c'est vers les banques qu'il faut faire porter l'effort. Et en faisant porter l'effort, ça préservera la survie des entreprises qui sont menacées, ça protégera l'emploi. Puis il y a aussi une autre façon que l'État intervienne pour protéger l'emploi, c'est de contrôler les licenciements. Parce que si vous contrôlez les licenciements, le salarié n'aura plus peur d'exercer un droit de retrait. Il ne le fait pas aujourd'hui parce qu'il a peur de se faire virer. Si vous contrôlez le droit du licenciement, le salarié pourra dire, écoutez, là, on m'a fait faire des heures supplémentaires et on ne me les paye pas. Et par conséquent, il pourra aller à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail pourra, avec le poids des syndicats, intervenir pour réguler. Et l'or n'est pas à la déréglementation, l'or est à plus de règlements et à plus de partage et à plus de droits. C'est ça la grande leçon, en gros, des avancées, des aspirations de tout le monde pour des services publics et pas pour la loi sauvage du marché, pour qu'on partage les richesses et non pas pour que les grandes entreprises continuent d'engranger les dividendes. Et ça, c'est le mouvement qui devrait sortir, qui nous unifiait tous. Hein. Les gens, ils craquent hein, dans leur confinement actuel. Et ils sont très mécontents de la façon dont tout le pouvoir a géré ça, l'impréparation, l'austérité budgétaire avant contre les hôpitaux. En gros, Macron, c'était quelqu'un qui en gros, il avait un pognon de dingue, mais pas de seringue. Il avait des FDO, mais pas d'hosto. Il avait des masques, pas de masques, mais des casques pour les policiers. C'était un choix. Et maintenant, tout le monde a compris que ce choix est mauvais, que Macron, c'est mauvais, que la politique est mauvaise et il faut un autre choix. C'est pas l'extrême droite qui va donner cet autre choix. C'est nous. C'est à nous qui sommes là, la gauche. C'est à nous de chercher les points qui nous unissent, qui sont communs. Et de dire, bon, voilà, même si on a des différences et tout ça, vous savez, l'unité d'action, c'est pas l'unité de pensée. On peut garder chacun un profil différent, mais agir en commun. On peut se mettre d'accord sur 7, 8, 9 points et ça urge. Les gens ont besoin de ça quand on va reprendre toute la vie va se réorganiser. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait sur le sanitaire, qu'est-ce qu'on fait sur le salaire, qu'est-ce qu'on fait sur la localisation, qu'est-ce qu'on fait sur la question des services publics, qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité, qu'est-ce qu'on fait pour la démocratie, qu'est-ce qu'on fait pour le droit du travail. Et ces 8, 7, 8, 9, 10 points sont essentiels. Et quand on s'écoute, on voit bien que c'est possible entre nous. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir une plateforme commune? Si les gens voient que les 10, 12 groupes, organisations, partis de gauche, il y a déjà un appel des syndicats et des associations, si on voit qu'on peut se dégager sur une sorte de plateforme avec 8, 10 points dans lequel il y aura les 32 heures, il y aura le retour à la retraite à 60 ans, dans lequel il y aura l'augmentation du SMIC, s'ils voient qu'on peut se mettre d'accord, je termine là-dessus, ils vont dire, bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, faites-le. Et ça sera le vrai grand espoir du sortir de la pandémie. Merci Gérard. Allez, alors donc j'ai pas interrompu, hein, mais vraiment j'invite à faire le plus concis possible, même si le débat est passionnant. Gérard évoquait à l'instant les droits nouveaux qu'il faudrait pour les salariés, et puis également le fait que tout se passe à l'Élysée, tout se décide à l'Élysée. Cécile Cukierman, vous qui êtes une parlementaire, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur l'enjeu démocratique, qui est donc pas seulement celui des salariés, c'est aussi celui de l'ensemble des citoyens. Depuis le début de cette crise et à la faveur de l'état d'urgence sanitaire, on a beaucoup parlé des couacs entre l'exécutif et le conseil scientifique sur la question de la réouverture des écoles, par exemple. Puis au sein de l'exécutif lui-même, désormais, où apparaissent des tensions entre le président de la République et son Premier ministre, qui parasitent le déconfinement. Mais dans le traitement médiatique dominant, personne ne semble remarquer que ces dysfonctionnements sont une manifestation de l'hypertrophie du pouvoir exécutif, qui a mis à l'écart tous les autres pouvoirs. Le Parlement, dont vous faites partie, les élus locaux qui ont été associés bien tardivement et les citoyens dans leur ensemble, même pour une part le juge constitutionnel. Y a-t-il des enseignements à tirer de cet épisode de resserrement à l'extrême du pouvoir autour de l'Élysée et de Matignon? Et est-ce que cela ne nuit pas finalement à l'efficacité du traitement de la crise sanitaire et à l'élaboration de solutions nouvelles?
Oui, alors plusieurs réponses à toutes ces questions. Tout d'abord, effectivement, remercier pour l'invitation à ces initiatives parce que je crois effectivement, comme nous tous ici, que finalement, ces quelques semaines de confinement, au-delà d'être salvatrices en termes de santé publique, l'ont peut-être aussi été dans nos réflexions et nous amènent non pas à revoir nos principes, mais en tout cas à les rendre plus perspicaces à l'aune de cette crise. Oui, il y a eu une crise démocratique qui s'est rajoutée, en tout cas développée parallèlement à cette crise sanitaire. Notre gouvernement, l'exécutif, le président de la République comme le Premier ministre, n'ont pas fait le choix d'une stratégie démocratique dans la gestion de cette crise sanitaire. Si je dis cela, c'est parce que depuis le début, nous avons un Parlement, que ce soit l'ensemble des groupes parlementaires, mais aussi également l'ensemble des formations politiques qui n'ont finalement simplement été convoqués que pour entendre ce que l'exécutif avait à leur dire, mais jamais pour poser ensemble des diagnostics et travailler des réponses. Bien évidemment, nous n'aurions pas été tous d'accord, mais qui parle d'unité nationale, même si ce terme parfois déplaît à gauche, ne dit pas forcément unité politique. En tout cas, à aucun moment donné, il n'y a eu ce sentiment de vouloir associer pleinement le Parlement quant à sa capacité de faire des propositions face à cette crise sans précédent, que ce soit du début, y compris sur la gestion des masques, des respirateurs, mais aujourd'hui, on le voit bien sur la question de la reprise de l'activité économique sociale ou sur la reprise de l'école. Tout comme il n'y a pas non plus de volonté, mais Gérard Filoche l'a dit précédemment, d'associer l'ensemble des organisations syndicales pour réfléchir comment dans l'entreprise cette sortie devait être travaillée. Tout comme il n'y a pas eu de volonté d'associer l'ensemble des collectivités territoriales qui sont pourtant celles qui sont au plus près de nos populations, notamment pour faire vivre les politiques de solidarité sur nos territoires, tout comme il n'y a pas eu de fait, parce que tout cela en ont été exclus, de volonté d'associer la population pour sortir de cette crise. Simplement, nous avons eu un exécutif qui s'est satisfait que tous les soirs à 20h, la population à son balcon, en applaudissant, remercier celles et ceux qui travaillaient tout au long de la journée pour pouvoir les sauver. C'est un vrai souci. Et alors, je ne veux pas m'inscrire en faux avec ce que j'ai entendu précédemment, mais peut-être y apporter en tout cas des précisions, des nuances. Je ne fais pas partie de ceux qui défendent demain le maintien d'un État tel que nous l'avons vu aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que l'État. Mais si demain défendre l'État, c'est défendre une technostructure, et pour aller vite, comme le dit très facilement le peuple dans les discussions que nous pouvons avoir autour d'un café ou en famille. Si demain, c'est défendre des hauts fonctionnaires dans des bureaux, dans les différents ministères, que ce soit en France ou que ce soit à l'échelle européenne, qui décident de ce que seront nos vies demain, de cet État-là, je n'en veux pas. Si demain, l'État doit être celui qui est l'assemblier de toutes ces forces locales, de tous ces acteurs locaux que les uns et les autres ont énumérés, je n'y reviens pas par manque de temps, et auxquels nous sommes toutes et tous, je crois, attachés. Et de savoir les mettre en musique pour répondre aux enjeux, parce que cette crise que nous venons de vivre, sanitaire, nous le savons toutes et tous, et nous ne pourrons pas dire demain que nous ne le savions pas. Elle va se reproduire quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais elle finira par se reproduire, et donc nous avons besoin à la fois de réfléchir comment, dans l'urgence, nous y répondrons, comment, à long terme, nous l'empêchons en relevant les enjeux à la fois, bien évidemment, climatiques, parce que tout le monde a rigolé sur ce qui s'est passé en Chine, mais on est bien là sur quand même des règlements climatiques qui impactent l'homme. Comment nous y répondrons en ayant une véritable puissance industrielle en capacité de répondre à ces enjeux-là. Moi, quand même, je suis élue dans une région où la problématique de Luxfer, il y a un an, tout le monde nous riait au nez quand on disait qu'il ne fallait pas fermer cette entreprise. Je ne dis pas que nous avons eu raison ou pas, mais c'est une réalité. Parce que la question de l'entreprise Famar et de la question de qui maîtrise l'industrie médicamenteuse dans notre pays est fondamentale
pour répondre en cas de crise. Et puis se pose la question, bien évidemment, au-delà de l'organisation de cette puissance industrielle, pour un certain nombre de secteurs, très certainement, d'une maîtrise publique, mais là encore, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, la question n'est pas simplement d'avoir un État actionnaire, au sens comme nous avons pu le connaître précédemment, mais d'avoir une véritable puissance démocratique dans ces entreprises qui définiront les outils dont la population a besoin demain pour répondre à cet enjeu. Et en répondant à ces enjeux-là, nous répondrons peut-être aux enjeux de crise à venir, mais surtout, nous répondrons à la sécurisation de la vie humaine au sens large, de la vie humaine, bien évidemment, face à sa santé, de la vie humaine, bien évidemment, face à son travail, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, le travail, le pire dans une vie, c'est quand on n'a pas de travail, comme le chantait Bernard Lavilliers avec sa chanson Les Mains d'Or. Donc moi, je suis pour que tout le monde puisse avoir un travail demain. Après, il faut avoir un travail, effectivement, qui puisse être émancipateur et qui soit reconnu, je n'y reviens pas. Je finirai en un mot parce que j'ai certainement dû déjà être trop longue. Mais voilà, je crois que cette question de la démocratie n'est pas anecdotique, elle n'est pas complémentaire, elle est finalement au cœur de véritables projets de société qu'entend faire la gauche et qu'entend en tout cas proposer la gauche et dans cette diversité que nous sommes. Moi, je défends voilà, cette idée que demain, nous aurons à reconstruire en partant des réalités locales et que ce n'est pas un handicap, contrairement à ce que peut-être il y a quelques années nous disions les uns et les autres. Mais je pense que l'État qui impose d'en haut a fait son temps. Et c'est peut-être cet enseignement-là, puisque le thème du débat est de réfléchir à l'après avant de sortir. Et un exemple. Mais si lundi, la plupart des Françaises et des Français ont des masques, c'est grâce aux collectivités territoriales qui se sont mobilisées comme elles l'ont pu pour pouvoir distribuer dans les jours qui viennent ces masques-là. On doit, je crois, non pas se dire il n'y a plus d'État, vive les collectivités territoriales, mais on doit savoir en tirer les enseignements que dans la proximité, on peut parfois être plus efficace et apporter les politiques de sécurité et de solidarité dont ont besoin les populations. Merci beaucoup, Cécile. Alors, vous me pardonnerez, du coup, je vais faire un peu d'autopromotion, mais comme Cécile disait, parler d'une entreprise qui est implantée sur son territoire, qui s'appelle Luxfer. Je crois qu'on ne l'a pas dit, mais Cécile Cukierman est sénatrice de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous invite à lire l'Humanité, qui a consacré tout un article récent sur la situation de Luxfer, qui est située à Gerzat, donc une entreprise auvergnate dans le Puy-de-Dôme. Et puis, j'en profite aussi, puisque Gérard Filoche, tout à l'heure, évoquait son collègue de la Marne qui est poursuivi, persécuté, si on peut dire, si j'emploie pas de trop grands mots, parce qu'il fait son travail. Il s'appelle Anthony Smith, donc, et l'Humanité a pris la défense de sa cause, parce que c'est pas seulement sa cause, c'est celle aussi du droit du travail. Récemment dans nos pages, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont fait, donc j'en profite pour le dire. Alors, on a fait un premier tour de parole. Peut-être qu'on pourrait, dans un deuxième temps, aborder plus spécifiquement ce qui sont les points de rapprochement ou au contraire de divergence entre les forces de gauche pour savoir finalement essayer de montrer quelles seraient les voies et moyens de dégager une alternative. Alors, je me suis penché sur les programmes des uns et des autres pour regarder où l'on en était, des convergences sur de grands sujets mis en avant par la crise. Je remercie d'ailleurs au passage la gauche démocratique et sociale, puisque je me suis servi de leurs documents qu'ils ont produits comparatifs sur les propositions des uns et des autres. Alors peut-être qu'il n'est pas complet, mais il donne un panorama. Et sur des sujets économiques et sociaux, comme l'assurance chômage, par exemple, on constate une unité à peu près totale pour demander l'abrogation ou bien l'abandon définitif de la réforme du gouvernement. Mais sur le temps de travail, par exemple, on est loin d'une communauté de vues. Génération vise le passage aux 30 heures par semaine, je crois, si je ne me trompe pas. La gauche démocratique et sociale demande le respect scrupuleux des 35 heures. Le PS, lui, en tout cas dans la lettre d'Olivier Faure à Emmanuel Macron, il écrit 2 lettres dernièrement, il insiste notamment sur le respect des règles de la négociation collective pour tout changement dans ce domaine. Alors, eh bien, Gabriel Siri, justement, qui est porte-parole du Parti socialiste, est-ce qu'avec la crise, le temps n'est pas venu de repartir d'une feuille blanche, sans préalable, pour passer de l'opposition commune des gauches aux politiques du gouvernement, ce qui est relativement facile finalement
à mettre en place, aux propositions communes, ce qui est un travail qui a l'air plus compliqué. Je suis pas certaine que ce soit évidemment, c'est un petit peu plus compliqué qu'une opposition commune, mais je rejoins ce qui a été dit même sur la question du temps de travail. Enfin, pour revenir sur la lettre que vous citez, comment dire, demander aujourd'hui à Emmanuel Macron de mettre en place les 32 heures, je pense que c'est se faire plaisir, mais cette lettre, elle représente pas ce qui sera porté demain dans l'éventualité d'un retour de la gauche au pouvoir. Et moi, sur la question du temps de travail, j'ai aucune inquiétude sur notre capacité à nous mettre d'accord. Je crois que c'était vraiment la grande conquête sociale du XXe siècle, de la baisse du temps de travail hebdomadaire à la question des congés payés. Et je pense que la gauche a vocation à porter cette thématique fortement demain dans un contexte de chômage de masse, ça a été dit, dans un contexte aussi de numérisation de l'économie qui poursuit l'automatisation et qui menace certains emplois intermédiaires. Donc vraiment aucune inquiétude là-dessus. Ça me permet de rebondir sur un point qui n'a pas encore été évoqué. C'est la question du travail des femmes. Et j'y pense parce que vous mentionniez les 35 heures. Je pense que la baisse du temps de travail, c'est aussi dans un contexte où les tâches domestiques et parentales demeurent inégalement réparties, c'est aussi un moyen d'émancipation pour les femmes aujourd'hui. Et si vous me permettez, je vais développer ce point qui me tient à cœur et qui, je crois, est aussi un des aspects à développer et sur lesquels se mettre d'accord pour un programme de gauche demain. Donc ça a été évoqué, la crise a jeté une lumière crue sur la déconnexion entre l'utilité sociale des métiers d'un côté et puis leur niveau de rémunération de l'autre. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui. Ça me permet d'ailleurs d'insister sur une proposition, je pense, qui est très prometteuse pour l'avenir. Ça rejoint ce que disait Cécile sur la démocratie, mais là, c'est la démocratie vraiment dans l'entreprise. Je pense que si on veut réussir à atteindre ces objectifs de meilleure rémunération et de meilleur partage entre le capital et le travail, la présence accrue des salariés dans les conseils d'administration me semble être assez prioritaire. Mais je mets ça de côté pour poursuivre sur la question du travail des femmes. Parce qu'aujourd'hui, dans les métiers qui ont été les plus exposés pendant la crise du Covid, il y a des métiers à très grande majorité occupés par des femmes. Je pense évidemment aux infirmiers qui à 90% sont des infirmières. Je pense au personnel des EHPAD, encore une fois à 90% des infirmières. C'est tous ces métiers du care qui sont de fait par construction aujourd'hui assumés d'abord par des femmes. C'est évidemment les caissières de supermarchés. Et donc aujourd'hui, ces métiers sont peu valorisés. Et là où il y a une spécificité, je crois, sur le travail des femmes, c'est qu'en parallèle, ces femmes continuent à assumer la majorité des tâches domestiques et parentales. Donc, c'est une forme de double peine parce qu'on a des métiers qui sont très exposés, peu valorisés et une poursuite du travail gratuit qu'elles réalisent à domicile. C'est la fameuse question des doubles journées. Et donc, à gauche, je pense que peut-être qu'on a un sujet à penser. On a lu Marx et on a pensé la domination capitaliste. Je ne sais pas si on a suffisamment pensé ce qui l'a rendu possible, c'est-à-dire la subordination des femmes. Et je crois que voilà, des penseuses comme Silvia Federici, qui parlent de invention de la ménagère au XIXe siècle, sont essentielles à considérer aujourd'hui. C'est quoi son idée? C'est de dire que pour prolétariser les hommes au XIXe siècle, pour mettre les hommes à l'usine, il a fallu inventer la ménagère, il a fallu faire des femmes des ménagères qui restent au foyer, qui le tiennent et qui permettent la reproduction de la force de travail. Et aujourd'hui, alors que les femmes reviennent sur le marché du travail depuis la deuxième moitié du XXe siècle, sous le coup de la croissance économique, sous le coup des mouvements féministes, elles n'ont pas abandonné cette double journée. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, 70% des tâches parentales et familiales sont assumées par les femmes. Et donc, qu'est-ce que la gauche peut faire dans ce cadre-là? Déjà, je pense reconnaître cette spécificité, parce que ne pas vouloir avoir cette spécificité, c'est aussi s'empêcher de penser la réponse à cette domination particulière. Et je crois c'est aussi nier une vulnérabilité particulière qui apparaît pour certaines femmes qui sont dans des métiers pénibles, précarisés et qui en plus peuvent tomber dans la pauvreté précisément parce qu'elles assument la majorité des dépenses liées aux enfants. Nos institutions aujourd'hui, elles continuent de renforcer cette précarisation. Je pense évidemment à la question
du temps partiel qui, jusqu'aux 35 heures, était encouragé pécuniairement pour les employeurs. Donc, l'employeur avait intérêt à embaucher à temps partiel. Évidemment, le temps partiel, c'est majoritairement à 80% toujours aujourd'hui des femmes qui l'occupent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des revenus inférieurs et donc que c'est elles qui prennent ce temps partiel-là. Aujourd'hui, au-delà, donc maintenant les 35 heures ont été aussi un progrès pour ça, la question du congé parental, qui est une question majeure, moi en tout cas pour ma génération, c'est complètement anachronique d'avoir un congé paternité aujourd'hui de 11 jours en France, alors que l'Espagne a réussi à passer à 2 mois et ce sera bientôt 4 mois rémunérés de manière satisfaisante. Donc, on doit absolument, à mon sens, à gauche, réussir à porter cette question, notamment du congé parental, correctement rémunéré. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de défendre les femmes, il s'agit de défendre les femmes précaires qui risquent de tomber dans la pauvreté précisément parce que les dépenses sont inégalement réparties. C'est aussi défendre les hommes qui ont droit à avoir suffisamment de temps avec leur nouveau-né. Et bien sûr, évidemment, c'est défendre l'intégralité de la société. C'est une question d'intérêt général que d'empêcher que certaines populations vulnérables puissent tomber dans la précarité. Donc voilà, je pense qu'on a tout un agenda à développer à gauche sur ce sujet. Et puis ravie d'entendre si certains ici veulent rebondir, vraiment ravie d'entendre les commentaires sur ce sujet. Je ne vous entends plus. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Pardon, j'avais coupé le micro. Excusez-moi. Merci Gabriel. Je disais que donc il y a énormément de sujets sur lesquels la gauche était interpellée pour essayer de faire converger ses propositions. L'égalité femmes-hommes en est un sujet majeur. Gérard Filoche, votre formation met en avant l'idée de créer un comité de liaison qui pourrait aboutir, alors je cite, à une convention nationale pour le jour d'après. Est-ce que pour vous, la question, c'est finalement de passer de l'interpellation mutuelle des uns et des autres par voie d'appel et de tribune qui se multiplient, c'est vrai, ces derniers temps dans les journaux, de passer de cet état de fait aux travaux pratiques, c'est-à-dire à la création de contenus programmatiques qui soient véritablement communs? Oui. C'est pour ça qu'on a fait ce travail de comparaison que vous citiez entre les positions d'à peu près 14 sensibilités, groupes et courants de gauche et de partis. Parce que quand on met en colonne, c'est un peu fastidieux à regarder et tout, mais après c'est stimulant. Parce qu'on voit que dans 80 ou 90% des cas, tout le monde est d'accord. On pourrait être dans un grand parti qui choisirait au cœur, au consensus d'entre nous, ce qu'on pourrait mettre en avant. Et ça ne serait pas social-libéral ni gauchiste, ce serait une projection dans l'immédiateté jusqu'à un moyen terme. Et c'est pour ça que je parlais des 32 heures pour le moyen terme, parce qu'on ne peut pas réduire le chômage sans réduire la durée du travail, mais aussi pour des réponses tout à fait immédiates, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais les masques, ils doivent être gratuits. C'est un équipement de protection individuelle. D'habitude, c'est les employeurs qui les payent, comme ils payent la moitié du transport, les employeurs. Eh ben, que les masques soient payés à moitié par les employeurs et à moitié par l'État qui les impose. Bon, ça, c'est des choses immédiates. Et si tous, je suis sûr qu'on peut être d'accord pour ça, eh ben, on a des réponses immédiates, puis on a des réponses à court et à moyen terme. On a essayé de faire ça dans notre document qui s'appelle Pandémie, le jour d'après, les lendemains et le surlendemain. Parce qu'il y a une progressivité dans la façon de faire. Ce qu'on peut exiger de Macron et ce qu'on peut ensuite dire si on réussit à renverser Macron. Parce que je suis pas sûr que tout ira au bout institutionnellement dans la situation dans laquelle nous sommes. Il y a un mécontentement énorme qui est évidemment confiné aujourd'hui, mais qui ne demande qu'à exploser. Et on va voir ce qu'il va nous dire sur la question des retraites. On va voir ce qu'il va nous dire sur la question de l'assurance chômage. Est-ce que oui ou non c'est suspendu? Est-ce que oui ou non c'est retiré? Parce que s'il ne retire pas, eh bien ça va très mal aller pour lui et pour le régime et pour la vie en général dans notre pays. La société ne peut pas supporter la continuation de la politique de Macron, la mise à mort de la sécurité sociale, la suppression des cotisations sociales, une France ubérisée, une France start-up, une société sans droit et ni loi. Donc, on devrait pouvoir se mettre d'accord vite. Et c'est ça qui est, moi, je pense qu'il y a une urgence à gauche. Et alors, moi, je pose en 7, 8, 9 questions. 1, nous sommes tous d'accord pour une reconstruction sanitaire, une nationalisation des EHPAD, des milliards pour la recherche et un grand service public. Il faut recruter des soignants, les payer, etc. La paye. 2, les salaires, 300 € pour tous, c'est un avantage. Ce que demandent les soignants, c'est que c'est une revendication uniforme et unifiante.
pour tous. C'est une façon très simple aujourd'hui de répondre à la question salariale. Et les minima sociaux, faut pas qu'ils soient inférieurs au seuil de pauvreté. Il faut qu'il y ait une allocation d'études pour la jeunesse. Il faut qu'il y ait une allocation dépendance. On pourrait créer ça c'est plutôt pour le lendemain, mais on pourrait créer ça comme des branches de la sécurité sociale. Bon, troisièmement, le travail, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a des choses qu'on peut tout à fait modifier dans le rapport entre les salariés et les employeurs, c'est-à-dire restaurer de la démocratie et de l'état de droit dans l'entreprise, de l'état de droit dans l'entreprise. Bon, alors quatrièmement, moi je dis très nettement sur les questions de transition écologique, on ne peut pas être écologiste sans être anticapitaliste. C'est pas le capitaliste qui va faire une transition écologique. Le capitaliste, il produit 2000 milliards d'armements par an. Bah, si vous utilisez ces 2000 milliards à l'armement, vous ne pourrez pas les utiliser pour défendre l'environnement. Hein, c'est assez facile. Et c'est pas le capitaliste, il a fait tout pour l'autoroute, il a rien fait pour le rail. Bon, bah, on fera pour le rail. Et la lutte contre la pollution, c'est comme ça. Les énergies durables et renouvelables, c'est bien de la même façon. Il n'y a pas intérêt. Il y a eu 6 milliards donnés à Renault pour continuer à produire des SUV, je crois que ça s'appelle comme ça, demain, ces 6 milliards qui ne vont pas du point de vue de la lutte contre les méfaits de la pollution. Bon, on peut continuer sur ce terrain-là. Moi, je vous dirais quand même qu'il faut ajouter à ça la démocratie, c'est-à-dire quand on parle entre nous d'une république démocratique, sociale, parlementaire, à la proportionnelle, féministe, écologique, internationaliste et pacifique, c'est le programme de toute la gauche. J'ai regardé chez tout le monde peut dire ça, et on peut avoir une issue de ce type qui change. Et il ne faut pas se contenter de raisonner dans le moule de la Ve République, parce que le moule de la Ve République, c'est aussi celui qui vient d'éclater. Jupiter, c'est fini. Jupiter, c'est Lucifer. C'est pas le bien, c'est pas l'avenir. Faut arrêter avec l'élection d'un président au suffrage universel. On voit bien les méfaits que ça donne. Là, on a eu un putschiste qui s'est fait passer par effraction. Regardez, il n'a pas de base dans le pays, il a des pieds d'argile et il a commandé avec autorité pendant la pandémie de façon dramatique pour notre pays. C'est une tragédie. D'ailleurs, il faudra qu'ils rendent des comptes. Hein. Ils n'avaient pas de bonnes intentions et ils n'ont pas eu une bonne politique. Alors après, la dette, on en parle tous maintenant des termes un peu similaires. Personne ne dit qu'il ne faut pas faire de dette. Et il paraît qu'il n'y avait pas d'argent caché. Ben si, il y avait de l'argent caché. Parce que sinon, on n'aurait pas trouvé 300 milliards d'un seul coup pour garantir les entreprises, comme le maire l'a fait. Il n'aurait pas trouvé 24 milliards pour payer les chômages partiels, seulement à 84%, et là, c'est pas à 100%. Il n'aurait pas trouvé des dizaines et des dizaines de milliards pour aider tel ou tel secteur. Donc l'argent existe. La France n'a jamais été aussi riche, et les richesses aussi mal partagées. Et ce qui crée les richesses, c'est le salariat, ceux qui produisent. Donc notre camp social, nous, pour faire la transition écologique, pour faire la distribution des richesses, pour faire les mesures sur le salaire, pour réduire la durée du travail, c'est la gauche. Et la gauche, dans sa diversité, elle est pluraliste. Elle n'est pas obligée d'être le petit doigt sur la couture du pantalon. Elle peut, avec ses différences, se mettre d'accord sur une plateforme. C'est ce que nous demandons. Nous le demandons depuis un certain temps. On est prudent parce qu'on ne veut pas se faire engueuler. Il y a des gens qui disent non, moi je ne veux pas avec toi, pas avec lui, pas avec ceci, etc. Enfin bon, ça suffit les questions de personnes et les questions d'ego. On peut faire avec les uns et les autres. Et s'il y a une volonté, on se met autour d'une table, on trouvera une plateforme. Au Portugal, ils l'avaient fait en 72 heures. Je dis ça à Gabriel Siri. Ça doit être possible aussi en France. Et je dis ça au Parti communiste. Je dis ça aux Verts qui sont pas là, mais qui, quand j'ai lu la plateforme des Verts, ça m'arrive pas souvent de l'étudier en détail, mais celle du 5 et 6 avril, je me suis trouvé en accord avec pratiquement 80% de ce qu'il y avait dedans. Bon, moi j'ai discuté avec Génération parce que vous dites 30 heures, je me suis dit tiens, ils sont plus radicaux ou quoi, ils veulent passer à 30 heures. Mais je comprends très bien la logique, elle est généralement de distribuer le travail et de faire que par conséquent il soit partagé au fur et à mesure que les plateformes arrivent, que la technologie se développe, ça peut créer bien plus d'emplois et non pas en supprimer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Et ensuite, après, un revenu. Mais il faut un revenu, un minima social de toute façon, qui soit supérieur au seuil de pauvreté. Alors, on trouvera les formules pour pouvoir se mettre d'accord là-dessus. Moi, je suis plutôt pour un salaire pour tous, un salaire à vie. Je pense que la retraite, c'est la continuation du salaire. Je pense que les jeunes, c'est des salariés en formation qui doivent avoir une allocation. On n'est pas tous obligés d'avoir exactement le même concept, pourvu qu'on défende la sécurité sociale, parce que ça, c'est essentiel. Et moi, je suis pour la sécurité sociale, pas pour les mutuelles. Il y a 400 mutuelles dans ce pays, tout le monde cotise trop cher, alors qu'une seule cotisation à la sécurité sociale, ça fait 5% de frais de gestion au lieu de 25% de frais de gestion. Ce sera un progrès. Que les salariés des mutuelles n'aient pas peur, on les reclassera tous à la sécurité sociale. Il y aura de quoi faire dans une seule grande.
moi, je suis sûr que je fais des réunions, je suis habitué à faire des meetings, je suis habitué à échanger, etc. À chaque fois, je me dis pourquoi nous ne sommes pas ensemble dans un même grand rassemblement. Si les gens ne veulent pas de parti, faisons un comité de liaison. C'est quand même le minimum que les gens sachent qu'il y a un comité de liaison, que toutes les organisations qui le peuvent le veulent sont derrière, que ça a des conséquences électorales. Un candidat unique à la présidentielle, on ne va pas commencer à se faire battre parce qu'on aura 2 candidats, hein. Sinon on sera encore une fois pas au 2e tour. Il faut se mettre d'accord. Et moi, le candidat, je suis pour que ce soit un prête-nom. Je suis pas pour les leaders autoproclamés, ni César, ni Dieu, ni Tribun, ni autre chose. Je suis pour que, effectivement, ça soit discuté consensuel. Et le consensus, ça peut se faire entre nous. C'est pour ça qu'on est pour un comité liaison, qu'on est pour l'unité de la gauche, qu'on publie des bouquins qui s'appellent l'Union, notre revue démocratie et socialiste. Elle se bataille chaque mois là-dessus. C'est un bataille. Pour moi, dans ma vie militante depuis 50 ans, l'Union de la gauche a toujours été le cœur et la solution. Merci Gérard. Alors, 72 heures pour se mettre d'accord. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, j'espère d'ailleurs que dans 3 jours, on refera une rencontre de ce type pour voir où on en sera. Mais en attendant, Cécile Cukierman, on vient d'entendre Gérard Filoche. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques grands points qui permettraient de mettre d'accord, en tout cas, une grande partie des forces de gauche. Mais il a évoqué là, à l'instant, la question de l'élection présidentielle. Et est-ce que le travail de rassemblement, finalement, autour d'un nouveau projet pour l'après-crise n'est pas compliqué quand la course à la présidentielle raccourcit le temps politique, surtout dans cette situation où la question du leadership, c'était aussi évoqué finalement en filigrane par Gérard Filoche, elle a été laissée ouverte par l'échec des candidats de gauche à accéder au second tour de la dernière présidentielle. Et si on regarde les scores médiocres de toutes les formations de gauche aux dernières européennes, écologistes peut-être mis à part, mais on est loin du compte pour un second tour présidentiel, on a l'impression qu'aucun projet ne se détache ou s'impose réellement. Alors voilà, comment faire dans cette situation qui paraît finalement assez compliquée? Oui, je crois que nous sommes au cœur du problème. Pour aller vite, parce que le temps nous est compté, je crois qu'il ne faut pas que nous ayons des faux débats entre nous. Et il faut que nous ayons un débat franc et sincère également à l'égard de la population. Je pense que faire une plateforme en 72 heures est possible. On peut même la faire en 48 heures, je pense. On peut être toujours plus ambitieux, n'ayons peur de rien. Parce que sur les points évoqués et que les uns et les autres ont cités, bien avant la crise, ce sont des choses que nous avons déjà travaillées les uns et les autres. Et donc, pourquoi finalement, malgré ces différentes plateformes, fleurissent effectivement multiplicité d'appels et chacun d'entre nous en a fait. Donc, quand je dis cela, je ne m'exclus pas de la part de responsabilité parce que je crois que d'abord, il ne faut pas oublier, nous en sommes là parce que nous avons nos passés respectifs, les passés aussi d'un pays, d'une gauche toujours très diverse et qui l'a peut-être à tort ou à raison, ça l'avenir le dira, en tout cas posé sur la place publique, parce que ne faudrait pas donner le sentiment que la droite, elle, serait monolithique. Elle aussi a ses propres débats, mais peut-être effectivement, en tout cas moins publiquement et en tout cas en période électorale, elle sait plus et mieux se rassembler, mais parce que sa culture politique, je pense, le lui permet. Parce que nous avons aussi, et même si j'entends ce que vient de dire Gérard Filoche, et j'aimerais que simplement, d'un revers de manche, nous puissions balayer cette question institutionnelle, mais quand on joue à un sport, le mieux est quand même d'en respecter les règles. Et donc, on peut penser ce que l'on veut de l'élection présidentielle, mais je crois qu'il ne faut pas nous mentir, elle est présente et elle angoisse ceux qui ont été candidats et qui ont échoué, et elle angoisse ceux qui n'ont pas été candidats et qui en ont subi les conséquences dans les 5 ans qui ont suivi. Et donc, on voit comment cette hyper-personnalisation est présente. Moi, j'ai souvent tendance à dire, vous savez, quand on joue au football, à un moment donné, on peut penser que de prendre le ballon à la main nous permettrait d'aller plus vite, mais ça, c'est jouer au rugby. Donc, il y a un moment donné, les règles du jeu, elles s'imposent. On peut les contester, on peut proposer des alternatives, et je crois que chacun, d'ailleurs, défend cette volonté d'une autre république, mais force est de constater que dans le temps présent, nous sommes confrontés à ses propres règles. Et donc, moi, il me semble qu'une des perspectives pour les 2 ans qui viennent, parce que voilà, le temps est celui-ci et il est très court, et en même temps, 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. C'est aussi de poser ce débat-là publiquement et de ne pas faire croire aux gens que la vie des partis politiques, telle qu'elle est organisée dans notre 5e République,
serait complètement indifférente à ces réalités institutionnelles. Et j'en donnerai un exemple, doit-il nous déplaire à toutes et tous. Nous sortons, nous y sommes encore d'ailleurs officiellement, dans le temps des élections municipales. Ma propre formation politique, selon certaines villes, je vais prendre les villes parce que c'est là où généralement les enjeux politiques et en tout cas de formation politique s'expriment, a dans certaines communes de notre pays été présente sur des listes avec l'ensemble des formations politiques qui discutent aujourd'hui, même certaines qui sont absentes. Dans d'autres villes, elle a été avec les uns contre les autres. Et dans d'autres villes, elle a été avec les autres contre les uns. Force est de constater en disant cela que, voilà, il ne suffit pas simplement de faire des appels et de scander l'union tel un slogan qui nous rassemblerait et nous exhorterait et nous ferait du bien, parce que oui, moi aussi, et j'entends ce que me dit le peuple de gauche, qu'il veut que nous soyons rassemblés, mais d'accepter peut-être de tirer ensemble les enseignements de nos propres difficultés parfois à nous rassembler. Et je pense que nous aurions y compris intérêt à pouvoir le faire publiquement. Parce que le pire dans le rassemblement, et pour l'avoir vécu, et nous l'avons tous vécu à différentes élections, quel que soit l'échelon de cette élection-là, c'est de décréter des appels au rassemblement, qui en fait ne sont pas des appels au rassemblement, sont simplement des appels à se fédérer derrière l'un, pour rester poli dans le mot se fédérer derrière l'un, quand ce n'est pas simplement pour les uns ou pour les autres, imposer son hégémonisme aux autres forces qui, si elles ne le rejoignent pas, seront responsables de l'échec de toute la gauche. Et je crois qu'il faut en tout cas que nous arrivions à sortir de cette logique mortifère, parce que inévitablement, les uns comme les autres, j'y inclus mon parti dans cette réflexion, si nous continuons sur cette voie-là, nous aurons effectivement des plateformes programmatiques similaires, avec des choix stratégiques, parfois même tactiques, complètement différenciés, qui aujourd'hui, je le pense, rendent fou ce peuple de gauche, qui de plus en plus, et c'est vrai encore plus depuis 2017, préfère aller s'abstenir, même que de choisir entre nos propres dilemmes que nous-mêmes avons du mal à expliquer publiquement. Donc voilà, je n'ai pas bien évidemment la solution ici et maintenant, mais je crois qu'en tout cas, c'est en la posant, en pointant ces contradictions, mais après tout, un être humain est fait de contradictions, et donc que des partis politiques portent des contradictions et en les posant publiquement, essayent de les dépasser, c'est peut-être aussi ça, être utile à la démocratie. Mais voilà, je pense que nous sommes assez pris, en tout cas avec ce défi-là, parce que je ne suis pas d'un tempérament très pessimiste plutôt, mais une chose est sûre, c'est que oui, les années qui viennent peuvent finir de balayer pour de beaucoup plus longues années que cela la gauche dans toute sa diversité de l'ensemble de son champ politique. Et à ce moment-là, on n'en sera plus à discuter si c'est 35, 32 ou 28 heures, mais ce sera tout simplement comment est-ce que notre peuple peut encore vivre et avoir des politiques qui le défendent. Et donc, je crois, quand j'ai dit des politiques publiques, des politiques publiques qui le défendent. Donc voilà, nous avons à faire cela. Moi, d'expérience, j'ai envie de dire, si je peux livrer ma propre expérience, je sais que quand nous le voulons, nous arrivons toujours à dépasser des contradictions programmatiques. Et d'ailleurs, peut-être, comme ça a été dit, ce n'est pas un mal que de poser dans le débat public des contradictions, parce que nous ne sommes pas tous égaux et nous avons d'ailleurs parfois au sein même de nos formations politiques des débats et nous n'avons pas à les cacher. Mais réfléchissons réellement collectivement, alors sous forme de comité, sous forme de réunion, mais réfléchissons collectivement et publiquement, j'insiste, à poser cette question de voilà, comment nous dépassons cette propre règle qui nous est imposée pour exister les uns les autres. Personnellement, j'ai des pistes, mais à l'heure où nous parlons, je n'ai pas bien évidemment toutes les réponses. Je pense qu'en tout cas, nous avons le temps devant nous et encore un certain nombre d'échéances peut-être pour faire la démonstration, pour faire des expériences, qu'effectivement, ceci est dépassable. Mais je finirai, excusez-moi, sur cette question qui va nous être posée à toutes et tous dans les mois qui viennent. Nous pouvons avoir le même objectif, par exemple, sur le ferroviaire, pour reprendre l'exemple du ferroviaire, de développer plus de ferroviaires que de routes.
Mais moi, je ne développe pas le ferroviaire de la même manière au sein de régions fortes, compétitives, qui défendent la construction d'une Europe des régions, qu'au sein de régions qui développent des politiques progressistes, sécurisantes et de solidarité pour les populations. Et je pense que ce débat-là, sur un papier, nous voulons toutes et tous plus de ferroviaire, mais avec certaines formations politiques de gauche, j'ai un vrai débat sur comment est-ce que nous devons aussi construire la République pour répondre à cette exigence de plus de ferroviaire dans notre pays. Comme certains ne sont pas là, je ne développe pas plus. Merci Cécile. Vous êtes Guillaume Balas, vous êtes signataire avec Clémentine Autain, avec la députée communiste Elsa Faucillon et avec le responsable écologiste Alain Coulombelle, d'un appel à fédérer les gauches, qui insiste sur l'urgence d'aller vite, si je peux m'exprimer ainsi. Alors en même temps, on vient d'entendre Cécile Cukierman qui dit en 48 heures, oui, on peut se mettre d'accord autour d'une plateforme programmatique, mais en même temps, des questions resteront en suspens. Elle pose la question de l'existence des forces de gauche et la manière dont finalement elles ne disparaissent pas, en tout cas que leur existence est respectée, leur identité respectée dans un rassemblement. Et puis, il y a des questions de fond, l'exemple du dossier ferroviaire que vient d'évoquer Cécile. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ces deux exigences finalement entre fédérer les gauches, comme vous le proposez, et puis aller vite, est-ce que ce n'est pas contradictoire si l'on veut une union durable qui ne pousse pas les désaccords, y compris tactiques, sous le tapis? Comment faire en sorte, en quelque sorte, que cette union ne se casse pas à la première difficulté venue? Vous savez, je ne suis pas naïf. La question du rassemblement, c'est quelque chose, personnellement, je m'implique pas mal. Et je sais bien quelles sont les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Et vous savez, cette espèce de réalisme de dire « Ah, mais oui, mais les pesanteurs, les partis, vous savez bien, ça va échouer à la fin, etc. etc. » C'est un argument qui est un argument récurrent qui, en fait, à mon avis, n'opère plus. Pourquoi ? C'est quoi le devenir des partis si jamais Macron ou Le Pen gagnent la prochaine présidentielle pour l'écologie et les gauches? Mais je veux dire, ça sera des partis de plus en plus croupions qui ne serviront plus à rien. On sera balayés. Vous croyez franchement que la deuxième présidentielle où nous sommes pas présents, je dirais même la troisième, si on compte large par rapport aux 20 dernières années, mais je veux dire, c'est fini. Le clivage s'opposera entre néo-démocrates à l'américaine, franche droite, Macron et autres, et puis de l'autre côté, néoconservateurs. Et nous, on sera balayés du champ. Donc, la question, elle est existentielle. Donc, à partir de là, ce qu'il faut engager, c'est un mouvement de rassemblement et d'union qui ne laisse pas le choix. C'est-à-dire que ceux qui diront non seront balayés. C'est ça, aujourd'hui, la question. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire est-ce que vous êtes tous bien d'accord, etc., pour laisser aux cyniques le soin de pouvoir tout détruire. Il s'agit de mettre en place un élan tel que les cyniques ne pourront pas arrêter, j'allais dire, le train en marche. On en est loin, oui, évidemment. Mais enfin, je constate quand même un moment, depuis 3 semaines, 1 mois, où les choses sont en train d'évoluer très positivement et bien plus vite que l'année qu'on vient de passer. D'ailleurs, de ce point de vue-là, et je le dis, Gérard, je te remercie de ton travail avec tes camarades sur la question des convergences des programmes. Il sera et il est dès maintenant très utile. Comment on peut voir les choses? Premier élément, tout d'abord, le rassemblement de l'Union, oui, ça se fait sur le fond. Donc, nous devons discuter du fond. Donc, à partir de ce moment-là, regardons nos convergences, nos divergences de façon concrète, mettons-les dans le débat public. Je suis persuadé que beaucoup de ces divergences ne résistent pas à l'examen d'un programme concret de transition sur 5 ans si nous prenions le pouvoir. C'est-à-dire que nous sommes tous prêts à faire des compromis. Je prends l'exemple de mon mouvement. Nous sommes très attachés philosophiquement à la question du revenu universel d'existence pour des raisons très profondes. Mais nous sommes tout à fait prêts à ce que des pas soient mis en œuvre pour aller vers, tout en considérant qu'il y a des différences entre nous, des gens comme Gérard Filoche beaucoup plus attachés à la question, par exemple, d'une vision historique du salariat, et qu'il faut trouver donc des formules intermédiaires. Sur la question de l'énergie, nous sommes pour la sortie du nucléaire. On ne va pas en sortir en 5 ans. Par contre, la réduction considérable, j'allais dire, du nucléaire dans le mix énergétique doit être un objectif. Sur la question européenne, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème pour tout le monde, fédéraliste, souverainiste, etc. Eh bien, moi, je crois qu'il y a des synthèses nouvelles à trouver pour agir ensemble, pour changer l'Europe. Mais pour cela,
je voudrais dire deux choses. La première, c'est que il faut bien considérer qu'il ne s'agit pas simplement d'unir la gauche. Il s'agit bien aujourd'hui d'unir les écologistes et les gauches. Et de ce point de vue, j'alerte, je pense que nous sommes encore en dessous de la main sur la compréhension de la profondeur de la nature du programme qu'il faudra en termes de transition écologique et donc des conséquences sur la pensée de la gauche depuis 2 siècles et dans la manière dont elle a été construite. Et je dis attention, parce que cette question peut être au cœur de divisions fortes pour les prochaines élections législatives et présidentielles. Or, si nous les abordons, j'allais dire de manière publique, ça permet d'en discuter tranquillement. Et c'est le point sur lequel je veux insister, comment faire ? Eh bien, on voit bien que le calendrier a changé, avec notamment la modification du calendrier électoral. Je suis d'accord que les municipales, de ce point de vue-là, sont illisibles. Et donc, il ne faut pas se baser sur les municipales aujourd'hui, ou même les futures municipales, si elles sont rééditées, pour, j'allais dire, en faire un bilan, qui soit un bilan actif sur la question du rassemblement, même si on peut constater que c'est quand le rassemblement s'opère que les résultats sont néanmoins les meilleurs. Donc, à partir de ce moment-là, il est très important d'avoir, après les élections municipales, si elles ont lieu à l'automne, un grand moment de rassemblement de toutes les composantes de l'écologie politique et des gauches pour eh bien, poser aujourd'hui quels sont les sujets sur lesquels nous pouvons avancer rapidement ensemble. Il ne suffira pas simplement de dire non à Macron-Le Pen, il faudra avoir un projet positif et des lignes de programme. Sont-elles trouvables ? Très honnêtement, si on en a la volonté politique, si nous acceptons de dire chacun que nous pourrons être derrière un candidat ou une candidate qui n'est pas issue de notre parti, et ça c'est une question centrale, si nous avons cette sincérité-là, alors le programme de transition, il est trouvable en 72 heures. Merci, merci Guillaume. Alors, bon voilà, Guillaume Balas vient de le dire, Virginie Rosière, la présidentielle de 2022, on le sait, sera une échéance incontournable si l'on veut s'extraire à la fois d'un macronisme de plus en plus rejeté dans le pays et en même temps ne pas laisser les clés du pays à l'extrême droite. Est-ce que vous ne craignez pas de votre côté que, comme souvent, le désaccord sur la candidature l'emporte sur le projet à porter, quand bien même des convergences se seraient affirmées fortement dans le débat public entre les gauches et avec leurs électeurs? Effectivement, vous avez raison de souligner que la question des institutions, aujourd'hui, ces institutions, elles portent en elles le ferment de la division de la gauche, structurellement. Et on est en face d'un paradoxe. On a des institutions qui, je pense, sont aujourd'hui, qui étaient de toute façon problématiques pour la gauche et qui aujourd'hui sont devenues insupportables parce qu'on est à un point de concentration des pouvoirs et de personnalisation du pouvoir qui est à peu près en contradiction avec tout ce qui fonde une vision de gauche de l'exercice du pouvoir. Le problème, c'est que pour changer les institutions, on a besoin de, c'est ce que rappelait Cécile, on a besoin de gagner selon les règles qui sont celles aujourd'hui en place. Donc, évidemment, on a un risque d'une tentation égotique, individuelle. On le voit bien, c'est déjà à l'œuvre, on voit les mouvements qui s'opèrent, et ce ne sera pas une mince affaire d'arriver à le dépasser. L'autre grand écueil, et il est réel aussi, il a été évoqué, c'est la tentation hégémonique des formations politiques. Certaines formations politiques, avec ce problème qu'on est dans un espace politique aujourd'hui qui est réduit pour la gauche, et qu'on a des réflexes où en fait on essaie de se partager, certaines formations essaient de se garantir une position préférentielle par rapport à d'autres, plutôt que de penser à comment élargir l'espace politique et l'adhésion populaire sur ce qui nous rassemble. Un peu comme lorsqu'on monte les salariés les uns contre les autres, en pointant, en faisant par exemple des cheminots et du régime des retraites des cheminots un régime privilégié, pour simplement masquer le fait que l'ensemble des salariés devrait plutôt fonctionner de manière solidaire pour améliorer les droits de tous. Donc, on a ce défi, nous, entre formations politiques, effectivement, d'arriver à discuter, à se parler dans le respect, dans la considération aussi de nos histoires politiques différentes. Ça a été souligné, c'est ce qui fait aussi la spécificité de la gauche, c'est que voilà, on a des horizons politiques, on est une diversité qui, si elle n'est pas respectée un tant soit peu, va forcément rétrécir l'espace politique qui sera le nôtre. Alors oui, j'entends ce que dit Guillaume, s'engager à soutenir un candidat qui ne serait pas issu d'une formation politique, se mettre d'accord sur quelques principes de base comme ça. Sur le plan du fond, je vais y venir, mais je pense qu'il
évidemment, il y a des différences, des nuances, mais je pense que ça a été dit et je le partage, en se mettant autour de la table et en travaillant, on doit pouvoir trouver une plateforme commune qui fasse consensus, et je pense qu'il est plus que temps de s'y mettre, en fait, hein, parce que c'est aussi là-dessus qu'on pourra construire quelque chose. Mais après, la question qui est posée, c'est celle de la sincérité des mouvements politiques dans cette démarche, et je dois dire qu'aujourd'hui, la question des participations et non-participations, par exemple, à l'ensemble des débats, pose déjà un certain nombre de questions. Donc voilà, cet écueil, il est devant nous. Comment est-ce qu'on est en mesure de le surmonter? Alors, sur la question de la personnalisation et du changement institutionnel, on a discuté des scénarios, c'était le cas d'ailleurs à la fin des journées de rentrée de génération, où la question a été posée, est-ce que, c'était Edwy Plenel qui animait le débat et qui disait, mais est-ce que vous seriez prêt à choisir un candidat qui n'aurait comme mandat que de modifier les institutions pour justement définir un cadre qui serait plus démocratique, avec un partage des pouvoirs? Pourquoi pas? Mais moi, j'y crois pas personnellement, parce que le problème, c'est qu'on mobilise pas sur une réforme institutionnelle. On définit pas un bloc majoritaire uniquement sur une réforme institutionnelle, surtout dans une séquence où on voit bien que la question sociale va exploser, hein, avec les conséquences de la crise. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse sur des réponses de fond, sur la question sociale et bien sûr sur la question écologique, qui est une question qui traverse le débat public depuis, qui devient de plus en plus prégnante et qui a vocation à le devenir encore plus. J'aurais une petite, quand même, une question qui mérite d'être ouverte sur l'écologie, la gauche. Est-ce que ce sont deux choses distinctes? Est-ce que ce sont deux choses conjointes? Est-ce que tout ce qui se prétend écologiste l'est? C'est une question qui est légitime à se poser aujourd'hui, quand on voit le fleurissement d'initiatives qui se réclament de l'écologie, mais dont on peut douter de la réelle prise en compte des moyens et du changement de système que la résolution de la crise écologique pose. Donc là, on a peut-être aussi un discours et un travail d'analyse critique et pour dire qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce terme, pour éviter d'en faire ce paravent qui est aujourd'hui un petit peu trop souvent utilisé pour verdir des propositions qui sont très dans le cadre avec lequel on souhaite rompre. Donc, oui, moi je vous dis, comment en sortir? Parlons-nous, comme on le fait aujourd'hui. Hein. On a besoin d'avoir des propositions, ce que je disais tout à l'heure, des propositions offensives. C'est Julien Drey aussi qui le disait hier. On ne suscitera pas l'adhésion avec des positions uniquement défensives. Donc soyons offensifs. On a besoin de changer le cadre, de faire glisser ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire par le discours. Et pour ça, il faut qu'on le porte tous ensemble et qu'on porte des propositions de manière commune et collective pour que ce qui aujourd'hui apparaît extravagant, irréaliste, demain devienne envisageable et qui finalement devienne peut-être la norme. On a vu ce glissement vers une vision de droite, qu'elle soit sur le plan des libertés, sur le plan économique. On l'a vu ce glissement au cours des années passées. Inversons le mouvement, mais pour y arriver, il faudra qu'on parle tous on va dire de manière collective et coordonnée, avec les mêmes chevaux de bataille et les mêmes axes vraiment offensifs. Et puis, trouvons le cadre pour le faire, là-dessus, sans exclusive, justement, sans visée hégémonique. C'est vraiment la base, et là-dessus, on aura besoin, effectivement, peut-être d'éprouver la sincérité de l'ensemble des forces politiques, mais moi, je le souhaite. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait pendant cette semaine, c'en est peut-être un des moyens, il y en aura d'autres, et donc je voudrais en terminer là en remerciant vraiment GRS, Emmanuel, Anthony, et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces débats. C'est vraiment quelque chose de très encourageant et de très stimulant, donc merci. Merci Virginie. Alors, on arrive presque au terme de ce débat, effectivement. Donc, Emmanuel Morel, votre parti, la gauche républicaine et socialiste, porte le projet d'un nouveau Front populaire. Et il appelle pour cela, je cite la GRS, toutes les forces politiques et sociales de progrès à adopter un cadre de réflexion commun pour promouvoir cette alternative dont la réponse solidaire et volontariste à la crise du coronavirus dessine l'horizon. Alors, à gauche, ce ne sont pas les campagnes communes qui manquent, hein, on a eu l'occasion de le dire, on a vu la gauche battre ensemble les tréteaux sur ADP ou sur la réforme des retraites, les contacts sont nombreux et réguliers, et la gauche sait se retrouver et voter ensemble au Parlement, voire déposer des motions de censure communes. Alors, que faut-il faire pour aller plus loin? Des pistes là ont été esquissées, des propositions ont été faites, mais n'y a-t-il pas au fond un diagnostic commun qui reste à écrire malgré tout sur l'avenir du travail, sur l'Europe ou encore sur la place de l'écologie? Alors, vous m'entendez là? Ouais. Oui. Déjà, pourquoi il faut aller plus loin? Parce que ça a été très bien dit à l'instant, je crois, par Guillaume et par Virginie,
on est dans un moment de basculement. Et les choses, elles peuvent aller en s'accélérant dans la mauvaise direction. Parce qu'il ne faut pas croire, alors il y a les faux naïfs qui nous expliquent que le temps est venu de la coopération, de la solidarité, que ça va se faire naturellement parce que tout le monde est de bonne volonté. Mais nous savons, un peu à l'instar de ce qu'on dit sur la littérature, c'est qu'en politique, les bons sentiments, ça ne suffit pas. Et moi, je pense que la vérité, c'est que le système va se défendre violemment, qui va le vendre chèrement sa peau. Et quand on voit les analyses de ceux qui font vivre Wall Street aujourd'hui sur le monde d'après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent un monde plus globalisé, plus cartélisé, plus technologique, mais la technologie au service de la surveillance et du capital, et un monde totalement inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire encore que celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a un risque de, ça c'est Virginie qui le disait, de glissement vers un libéralisme à tendance autoritaire, appuyé sur la technologie. Puis il y a un risque encore plus grand, et c'est le lot de chaque crise quand on a des crises majeures, c'est évidemment le fascisme, un fascisme New Look comme on le voit en germe aux États-Unis ou carrément concrètement au Brésil. Donc si la gauche, elle veut être audible dans le monde d'après, si elle veut être crédible comme alternative, comme force puissante, capable de réaliser ce qu'on a appelé collectivement la grande bifurcation, eh ben, évidemment qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin, d'abord, ça suppose, vous venez de le dire, moi je crois vraiment à la vertu des campagnes communes autour de causes concrètes. Et là, la crise, elle nous offre encore plus d'opportunités. Il y a la campagne sur la gratuité des masques. Ça, franchement, je crois que ça fait consensus entre nous, il faut la mener. Il y a des choses à faire de l'ordre de la collecte alimentaire, la distribution de repas, la lutte contre le gâchis alimentaire, parce que sur ce sujet, on a quand même, à l'occasion de cette crise, la faim qui réapparaît dans certains quartiers. C'est absolument insupportable pour un pays comme la France. Il y a des campagnes à faire sur les circuits courts, le Made in France, la relocalisation. Les gens ils sont de plus en plus sensibles. Il y a la question qui a été soulevée par Gabriel sur les salaires, dans les métiers exposés. Il y a ce qui fait consensus entre nous, c'est une taxe exceptionnelle sur les richesses. Donc là-dessus, on peut mener des campagnes concrètes autour de causes communes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors moi, je partage pas, je dirais pas que on peut faire un programme en 48 heures, en 72 heures. Parce que quand on voit la défiance qu'il y a par rapport aux partis politiques aujourd'hui, je pense que si on veut vraiment construire ensemble un programme d'intérêt général, il faut associer les gens, il faut associer les forces syndicales, il faut associer les associations, il faut associer les intellectuels. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Donc, la stratégie du Front populaire, telle que nous la défendons, mais d'autres aussi, peu importe le mot, finalement, ce qui compte, c'est l'objectif politique qu'on se fixe, et ça suppose quand même d'associer toutes les forces vives de la nation qui veulent une alternative progressiste. Mais on voit bien se dessiner, je prenais des notes là à l'instant, autour de quoi on peut constituer ce programme. Moi, je pense que les notions clés, c'est celle de souveraineté, mais au sens de reprendre le contrôle, que les gens reprennent le contrôle de leur vie dans tous les domaines de la société, et puis celle de la protection aussi, parce que face à la crise, les gens, ils ont peur. Mais si on dessine très rapidement des axes, il y a ce qu'évoquait Guillaume Balas, il a totalement raison, il faut un programme de rupture, de transition écologique. Alors appelons-le, je ne sais pas, Green New Deal, moi cette expression est un peu galvaudée, mais on voit bien ce que ça veut dire. Une vraie transition écologique, la création de nouveaux emplois qui correspondent à des nouveaux besoins, le contrôle public dans certains secteurs fondamentaux, Cécile y a fait allusion, les transports, l'énergie, les télécoms, ça me paraît un point important. La deuxième chose, mais là aussi on est d'accord, pouvoir d'achat, répartition des richesses, révolution du travail, ça c'est un sujet sur lequel il faut évidemment travailler. Le troisième, alors moi j'y tiens, c'est, appelons-le protectionnisme solidaire, mais en gros vous voyez bien, ça veut dire rompre avec les chaînes de valeur qui sont ultra complexes, contrôler les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, essayer de relocaliser la production industrielle partout où c'est possible. Puis la dernière chose, ça a été dit, mais j'y reviens, c'est évidemment comment contribuer à la démondialisation financière avec un contrôle accru des capitaux. Ce programme d'intérêt général, il faut le construire avec les gens, mais c'est possible. Il faut aussi une stratégie électorale. Et là, soyons très très clairs. On ne peut pas passer notre temps à dire qu'on est pour une société de la coopération, qu'on est contre la concurrence libre et non faussée,
et en même temps, dès qu'il y a des élections, se comporter comme des vulgaires libéraux, c'est-à-dire la compétition à tout crin, la concurrence à tout crin. Il faut un mot d'ordre, et ça peut commencer, Cécile y faisait allusion, dès les municipales, puisque apparemment elles vont se rejouer à l'automne, c'est partout où c'est possible, l'union des gauches et des écologistes. Je ne dis pas que c'est un objectif, je pense que c'est un préalable. Et ça vaut pour les municipales, comme pour les régionales, comme pour les cantonales. La présidentielle, ça posera un autre problème, parce que moi, je ne crois pas aux prête-noms. Gérard parlait des prête-noms, ça, je n'y crois pas. Je pense que pour gagner l'élection présidentielle, il faut quand même une personnalité qui est aguerrie, qui a du charisme, qui est soutenue par une forte portion de la population. Mais on peut y arriver. En tout cas, il faut une stratégie électorale, et là, il faut un engagement précis des forces politiques. Et puis enfin, parce qu'il faut être crédible, mais aussi il faut être radical, on est totalement en capacité, à mon avis, de construire un contrat de gouvernement. Un contrat de gouvernement pour redresser le pays. Parce que ce qui angoisse les gens, ce n'est pas tellement le monde dans 20 ans ou dans 10 ans, c'est le redressement de la France qui va en avoir bien besoin, parce qu'elle va subir un choc frontal au niveau social, au niveau économique. Mais moi, je pense que c'est possible. Je ne dirais pas que Jupiter, c'est Lucifer, parce qu'à partir du moment où on considère qu'il n'y a ni Dieu, ni César, ni très bien, il n'y a pas de diable non plus. Mais en tout cas, il faut à tout prix ne pas avoir à choisir en 2022 entre, alors là pour le coup c'est un duo diabolique, au sens métaphorique, entre Le Pen et Macron. Et pour ça, la stratégie de rassemblement, elle est d'évidence, mais encore une fois, c'est un préalable, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est la transformation radicale du pays. On peut le faire. Moi, je suis quand même rasséréné par ce débat, parce que je vois bien que émergent des solutions communes, une volonté de travailler ensemble. Déjà, c'est un premier point. Il y a beaucoup de pain sur la planche, il y a beaucoup de choses à faire. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, les conventions, le travail en commun. Mais j'insiste, il faut en donner la preuve tout de suite et maintenant. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens attendent la gauche. Les gens, ils ont peur, ils sont en colère. Ils ne sont pas là à se réveiller tous les matins en se disant mais que fait la gauche, pour ceux qui pensent que la gauche, ça signifie encore quelque chose. Donc c'est aussi à nous de donner la preuve qu'il y a une alternative de progrès, qu'elle est puissante, qu'elle s'inscrit dans les préoccupations des classes populaires, parce que notre stratégie, c'est aussi une coalition sociologique, et qui est avant tout axée sur les intérêts des classes populaires. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la détermination. À entendre tous ceux qui ont participé aujourd'hui, mais aussi cette semaine, je crois que c'est possible. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite collectivement à la veille de ce déconfinement. Et je remercie vraiment les organisateurs, parce que je pense notamment à Anthony, qui s'est beaucoup donné, et tous ceux qui ont pu susciter ce débat. Je remercie tous les participantes et les participants. Il y en a eu beaucoup tout le long de la semaine. Et puis ensemble, j'espère qu'on va écrire une nouvelle page, enfin surtout qu'on va tourner la page, parce que c'est là-dessus que les gens nous attendent. Merci. Merci Emmanuel. Alors, je voudrais ajouter quelques mots, si vous me le permettez, puisqu'on a évoqué effectivement beaucoup de propositions communes. Il y en a une qui est revenue, vous l'avez évoqué Emmanuel, Gérard l'avait évoqué avant vous, c'est celle de la gratuité des masques. J'en profite pour dire que l'humanité joue là aussi un rôle finalement de creuset des gauches, de carrefour des revendications communes, puisque nous avons lancé une pétition précisément pour cette gratuité que vous pouvez retrouver dans nos pages et sur notre site tous les jours. Voilà, je vous invite également, puisque le déconfinement arrive, à vous précipiter chez vos marchands de journaux pour acheter l'Humanité dimanche de cette semaine. Alors, je ne sais pas si on voit bien la une, mais bon, le titre notamment sur État défaillant, solidarité vitale, il est un peu au cœur des problématiques qu'on vient d'exposer. Et puis, lundi, évidemment, vous retrouverez également l'Humanité quotidienne. En attendant, vous avez toujours celle qui est sortie juste avant le 8 mai, toujours d'actualité, sur le déconfinement, la grande débrouille. Alors là, je n'ai pas la une sous les yeux, mais vous pouvez encore le trouver chez vos marchands de journaux et également sur notre site. Les abonnements sont possibles et je vous y invite fortement. Voilà, merci à tous. Merci à chacun des participants. Merci à Jean Jaurès derrière nous, qui était la figure qui a un peu présidé à ces débats. Et puis merci à la gauche républicaine et socialiste de l'organisation de ce débat.